bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette dernière conférence de l'année qui va être prononcée par Johan Chapoutot, que j'ai le bonheur de présenter en quelques mots. Johan Chapoutot donc, est professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et c'est un éminent spécialiste de l'Allemagne contemporaine et en particulier du nazisme, qui est un thème évidemment très grave et à la fois très important, auquel il a consacré de nombreux ouvrages, à commencer par Le nazisme et l'Antiquité, qui est paru il y a quelques années, qui a été suivi ensuite par La loi du sang, Penser et agir en Asie, et le dernier ouvrage, le dernier opus, c'est l'ouvrage dont il va être question ce soir, qui est sorti l'année dernière, La révolution culturelle nazie, qui est un recueil d'articles publiés dans des revues prestigieuses. Alors, ma présence ici, qui sera très modeste, puisque je vais rapidement céder la parole à Johan, n'est pas évidente en soi, puisque je ne suis pas historien, je suis juriste. Mais j'ai beaucoup de bonheur à présenter Johan Chapoutot ce soir, non seulement pour des raisons amicales, mais aussi et surtout parce que, en tant que juriste, je peux dire qu'il y a une évidente proximité entre les travaux de Johan Chapoutot et la façon dont les juristes raisonnent, et la pensée juridique en général et la philosophie du droit en particulier. La révolution culturelle nazie dont il va être question et qui est l'objet de son dernier ouvrage, c'est une révolution culturelle qui a été réalisée et assumée par des individus et des cadres du régime nazi qui étaient tout à fait conscients de ce qu'ils faisaient, qui étaient conscients de leurs faits et gestes. Ces cadres nazis n'étaient pas des abrutis décérébrés, même si l'idéologie qu'ils portaient, elle, en revanche, est marquée du sceau de la barbarie la plus cruelle, la plus monstrueuse, et relève même de la folie. Alors comment comprendre que des individus parfois instruits, et je pense notamment au grand juriste Carl Schmitt, qui était un des plus grands juristes du XXe siècle et qui est encore lu et interprété par la doxa dans le monde juridique actuellement, comment expliquer que ces individus-là ont pu faire valoir, se faire les porte-parole d'une idéologie aussi barbare? Il leur a fallu donc justifier l'injustifiable, pour reprendre une expression qui est imputable à un autre spécialiste du nazisme, qui est un juriste de formation, lui, le professeur Olivier Jouan-Jean, auquel il a consacré un ouvrage il n'y a pas très longtemps. Comment justifier l'injustifiable? Eh bien, le meilleur instrument pour cela, c'est le discours juridique, le droit. Et c'est la raison pour laquelle les travaux du professeur Chapoutot nous intéressent à nous, juristes. La révolution culturelle qui a eu lieu donc, dans l'Allemagne nazie dans les années 30 et 40, ça n'est pas une révolution au sens messianique du terme, à l'instar de la Révolution française qui annonce des lendemains qui chantent. C'est une révolution au sens coperdicien, c'est-à-dire un retour aux origines. Alors, des origines qui sont fantasmées, qui furent fantasmées par les cadres du nazisme, à savoir l'existence d'un peuple germain qui serait pur et épuré de la contamination, disait-il, des civilisations orientales, et en particulier des Juifs. Mais c'est aussi un retour à l'ordre ancien. Et cet ordre ancien, quel est-il? C'était tout simplement le droit naturel. Alors, nous autres juristes, nous sommes très familiers d'une célèbre dichotomie, entre d'un côté le positivisme juridique et de l'autre les doctrines du droit naturel. Et quand on lit les travaux de Johan Chapoutot, on s'aperçoit très vite que les nazis étaient du côté du droit naturel. C'était des justes naturalistes. Alors, ce n'étaient pas des justes naturalistes au sens que l'on prête aujourd'hui, c'est-à-dire le droit naturel des droits de l'homme, le droit naturel des droits subjectifs de l'homme inhérents à sa naissance, qui sont des droits qui ont été postulés par la raison, des droits universels. Le droit naturel dont il est question avec les nazis, c'est l'ordre naturel des choses qu'ils ont instrumentalisé en se servant des vieilles doctrines anciennes du droit naturel, celles de Platon, celles d'Aristote, celles de l'Antiquité grecque et romaine, c'est-à-dire un ordre naturel, un ordre cosmique qu'il s'agissait d'observer, à partir desquels les nazis ont prescrit des normes, et notamment la loi du plus fort, comme le dicterait la nature, au terme de laquelle les gros poissons mangent les petits, comme disait Spinoza, ou la loi qui enferme l'individu dans ses particularismes, comme la nation ou comme la race. Donc c'est un droit naturel qui est à milieu et aux antipodes de notre droit naturel occidental, kantien, rationaliste, et il se trouve qu'entre
ce droit naturel ancien que les nazis ont su instrumentaliser et ont su dévoyer, et le droit naturel moderne d'aujourd'hui, celui des droits de l'homme, il y a eu toute une révolution judéo-chrétienne qui a nourri et qui a préparé ces droits de l'homme, qui a préparé cet universalisme de type kantien. Eh bien, la révolution culturelle nazie, c'est une révolution qui remet en cause cette révolution judéo-chrétienne. Et on pourrait dire que c'est une contre-révolution, en réalité, puisqu'ils ont notamment prêté aux Juifs, dont ils disaient qu'ils étaient un peuple déraciné, l'invention de la loi qui serait cet instrument abstrait que n'aimaient pas les nazis. Les nazis n'aimaient pas tout ce qui était abstrait, tout ce qui était intellectuel, et ils préféraient l'instinct, la vie et la survie des forts sur les faibles. Donc la révolution dont il est question, c'est une révolution qui intéresse beaucoup les juristes, mais aussi les philosophes, c'est une contre-révolution, et tous les travaux de Johann Chapoutot le montrent bien. Ils nous ont permis de prendre la mesure de notre rationalisme, qui est gage de notre humanité. Donc je vais maintenant te céder la parole. Tous tes travaux fonctionnent un petit peu comme une sorte de, comme on dit en littérature, une contre-utopie, une dystopie, qui nous permet de voir ce qu'il y a de meilleur dans la rationalité occidentale et ce contre quoi les nazis se sont inscrits. Donc maintenant je te cède la parole pour à peu près un peu plus d'une heure, et puis nous aurons le plaisir ensuite de discuter avec toi. Je te remercie. Ouais. C'est surtout moi qui te remercie, Alexandre, pour cette introduction. À vrai dire, je serais volontiers resté là avec vous à écouter Alexandre, qui est très impressionnant parce qu'il parle sans notes, comme moi, mais sauf que moi, j'ai écrit le livre et pas lui. Et c'est très, très impressionnant. Et effectivement, tu as résumé en quelques phrases tous les enjeux problématiques en fait de cette étude sur laquelle je vais revenir. Je précise de manière liminaire que ce soir est une opération athlétique pour ce qui me concerne, kantienne pour le coup. Hein, je suis mon devoir et mon devoir universel, sachant que ma pente naturelle, la nature pour le coup, m'aurait porté à aller dans un café voir le match qui se déroule ce soir. Je suis citoyen de Martigues et supporter de l'Olympique de Marseille, et je vous avoue qu'il m'a fallu beaucoup de kantisme pour ne pas céder à la tentation. La loi morale en moi, le ciel est étoilé au-dessus de moi. Tu évoquais, Alexandre, Carl Schmitt, par lequel nous pourrions commencer au fond, parce que Carl Schmitt est un personnage intéressant, tu l'as dit d'abord parce que c'est un immense juriste et c'est un immense philosophe du droit. Il est bien plus que cela, à vrai dire. Il est historien, il est théologien, il est philosophe. Lire Carl Schmitt est absolument ébouriffant. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a voulu être nazi. Et je dis bien qu'il a voulu être nazi parce qu'il n'y est pas tout à fait arrivé. Et je pense qu'il va nous servir un petit peu de pierre de touche, peut-être pour lancer cette réflexion. De la même manière que, comme tu le disais, l'univers mental nazi ou la culture nazie nous sert également de pierre de touche pour mieux comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous défendons. Nous allons bien entendu y revenir. La critique nazie est telle qu'elle nous permet, elle est très argumentée et plutôt intelligente, hein, et elle nous permet de mieux comprendre, de mieux ressaisir ce que nous sommes et ce que nous voulons. Carl Schmitt est quelqu'un qui a eu une activité parfaitement abjecte hein, sous le Troisième Reich. C'est quelqu'un qui, pour se positionner comme Kronjurist, hein, comme on disait en Allemagne à l'époque, c'est-à-dire comme juriste en chef, si vous voulez, du régime, a organisé par exemple en 1936 un immense colloque qui était intitulé « La juiverie », je cite, dans les sciences du droit. « Das Judentum in der Rechtswissenschaft ». Et donc c'est un colloque de 3 jours qui examinait domaine du droit par domaine du droit l'influence néfaste évidemment et méphitique des Juifs dans ces différentes branches. Donc il a donné des gages évidemment, hein, c'est un antisémite, c'est un amateur de la puissance de l'État et notamment de l'État total et de l'État d'exception hein, qu'il a théorisé déjà à la fin des années 10, au début des années 20. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas assez loin au fond. Et il se fait doubler sur sa droite, il fallait le faire quand même, mais il y avait plus à droite que lui, il se fait doubler sur sa droite par d'autres juristes, notamment ses élèves. Je pense à Reinhard Heune, par exemple, hein, jeune juriste brillant, docteur de Heidelberg, et puis ensuite professeur à l'université de Berlin, par ailleurs directeur de l'Institut de recherche sur l'État à l'université de Berlin.
et qui, après 1945, s'est reconverti, mais c'est une autre histoire, dans la création d'écoles de commerce. Après tout, il n'y a pas de sous-métier. C'était un penseur du New Public Management, en fait. Hein. C'était un penseur de la nouvelle gestion de l'État, et en l'occurrence, c'était un anti-étatiste. Et bien justement, Carl Schmitt appartient au vieux monde, dirait-on aujourd'hui, pour reprendre une expression que nous entendons souvent. Il appartient au vieux monde parce que c'est un étatiste. Il est catholique. Il est fasciné par quoi? Par l'Empire romain, par l'Église catholique, par le fascisme italien et par la France. Il est francophone et il est italophone. Et par toutes ces caractéristiques-là, c'est un homme qui montre qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans le phénomène nazi. Il pense l'État et il veut l'État total. Les nazis ne veulent pas d'État. Les nazis sont des anti-étatistes qui veulent remplacer l'État par des agences, figurez-vous. Et justement, ce sont des gens comme Reinhard Heune qui pensent l'agence. Pourquoi? Parce que l'État, c'est quelque chose de statique, comme le dit son étymologie, hein, le status. Statique, certains ont parlé de mammouth, hein, je crois. Bref, c'est une espèce de thrombose de la vie, alors que l'agence, c'est quelque chose qui est créé ad hoc, avec un projet, un budget, une mission, et qui disparaît une fois cette mission effectuée. Et le Troisième Reich, dont on a bien décrit le caractère totalement anarchique et polycratique, hein, disent les historiens, le Troisième Reich, en fait, met en pratique cette disparition de l'État et ce remplacement de l'État par une multiplication, une métastatique, hein, des agences. Donc Carl Schmitt, en prônant l'État et l'État total, montre qu'il n'a rien compris à ce que les nazis veulent. Et par ailleurs, sa théorie du grand espace à l'Est est en retrait par rapport à ce que les nazis pensent, c'est-à-dire l'espace vital. Espace vital, ça se dit Lebensraum en allemand, et Lebensraum, ce n'est pas un concept de géopolitique, ni de géographie, ni de politique, c'est un concept de science naturelle qui veut dire le biotope. Le biotope. C'est-à-dire si les nazis sont, au-delà du juste naturalisme, des naturalistes, matérialistes. Voilà pour cette reprise de l'exemple de Carl Schmitt que tu citais, Alexandre. Et effectivement, les nazis juste naturalistes, les nazis amateurs et turiféraires du droit naturel, alors, le droit naturel comme ordre, tu l'as bien dit, le droit c'est un ordre, et c'est là que Carl Schmitt est utilisable par les nazis quand il propose sa théorie des ordres concrets. Les ordres concrets, au fond, ce sont les choses qui existent réellement. Il y a la famille, on le constate, il y a le village, il y a la paroisse, il y a l'église, il y a etc. Il y a ces ordres concrets qui structurent le social. Eh bien, le juriste, selon Carl Schmitt et ses élèves, n'est au fond que le greffier du réel, celui qui va tenir la plume de ces ordres concrets que l'on va ensuite rendre normatifs. Donc, juste naturaliste, oui, mais ordre naturel. Mais quelle nature ? Et c'est là que, là aussi, il y a divergence entre le sens commun, qui est le nôtre, ou une longue culture, et les nazis. La nature, chez les nazis, ce n'est certainement pas la nature des stoïciens, la nature universelle, la nature ensuite des kantiens, des libéraux, des humanistes, puisque pour eux, il n'y a pas d'universalité, nous allons y revenir. Ce n'est pas non plus la nature bucolique, aimable, sympathique, dans laquelle on se ressource, qui peut être une source d'inspiration. Non, la nature, pour les nazis, et c'est en cela aussi qu'ils sont les enfants de leur temps, les enfants du darwinisme et plus précisément du darwinisme social, les enfants également de la Grande Guerre et des grandes luttes sociales qui ont accompagné l'émergence brutale d'un capital assez inhumain. La nature, pour eux, c'est un lieu atroce. Voilà. C'est un lieu atroce, c'est un enfer, c'est un cauchemar, la nature, pour les nazis. Ce n'est pas du tout, encore une fois, la prairie jonchée de pâquerettes et caressée par la brise, pas du tout. La nature, c'est cet enfer où des espèces animales, se jettent à la gorge les unes des autres et s'entre-dévorent, s'entre-tuent, pour avoir la maîtrise des espaces, c'est-à-dire des biotopes. Et qui dit maîtrise des espaces dit maîtrise de la nutrition et création d'un lieu où l'on peut se nourrir et se reproduire. Voilà la vision de l'histoire et la vision du social, on va dire, du monde humain qu'ont les nazis. Ils rabattent cela sur la nature, mais cette nature, encore une fois, n'a rien de sympathique. C'est une nature post-darwinienne, ou plutôt post-social-darwinienne, qui est proprement cauchemardesque. De ce point de vue-là, les nazis sont bel et bien les enfants d'un temps qui est informé par
les concepts du darwinisme social, lequel darwinisme social, au passage, se porte plutôt bien aujourd'hui, je trouve. Il paraît qu'il faut être battant, il faut être premier de cordée, etc., etc. Bon, il faut se battre, la vie est un combat. Bref, toutes ces âneries qu'on entend à longueur de temps sont des filaments de ce darwinisme social qui s'est cristallisé en Europe et en Occident à la fin du XIXe siècle. Donc ils sont les héritiers de cela, lequel darwinisme social, de leur point de vue, a été corroboré, vérifié par cette expérience abominable qu'a été la Grande Guerre, et que l'on doit rappeler la très Grande Guerre, qui s'est soldée par 80 millions d'hommes mobilisés, 80 millions d'hommes que l'on brutalise, c'est-à-dire que l'on acculture à la brutalité et au combat, et qui se solde par 20 millions de morts, 20 millions en comptant les civils, évidemment, les morts de ce conflit. Donc, c'était pour revenir sur ce que tu disais, Alexandre, et pour rebondir sur ces éléments de problématisation très pertinents que tu évoquais. Tu évoquais également le terme de révolution culturelle, alors qui est peut-être un peu surprenant lorsqu'il s'agit d'un ouvrage qui est consacré au nazisme, parce que révolution culturelle est une expression qui jouit d'une espèce de copyright qui se rapporte à une ère, à une période précise, qui sont celles de la Chine maoïste. Bon. Il m'a semblé pourtant que le terme de révolution culturelle désignait assez adéquatement, c'est pour ça que je l'ai mis en couverture du livre et que je l'ai théorisé, si vous voulez, qui désignait assez adéquatement le projet nazi, enfin une partie du projet nazi. Les nazis ils font beaucoup, ils font quelque chose qui aboutit à 60 millions de morts, au cœur de l'Europe, au cœur de l'Occident, au milieu du XXe siècle, mais ils font parce qu'auparavant ils disent, et ils disent également parce qu'ils pensent. Les travaux que tu évoquais, Alexandre, la loi du sang ou la révolution culturelle nazie, c'est à peu près 100 000 pages de sources. 100 000 pages de sources imprimées, ce qui a fait la joie de mon opticien, évidemment, qui a changé mes lunettes régulièrement, au fur et à mesure que ma dioptrie se dégradait. Mais 100 000 pages de sources rédigées par des juristes, par des médecins, par des historiens, par des raciologues, par des idéologues de toute espèce, ces 100 000 pages montrent bien que les nazis avaient quelque chose à dire. Et ces 100 000 pages n'ont pas été produites parce qu'il fallait relancer l'industrie du papier en Allemagne à cette époque. Il y avait véritablement un message et une volonté de créer une culture, ce que j'appelle une culture, ce qu'on appelle généralement une idéologie, mais je n'aime pas beaucoup ce terme d'idéologie. Comme dirait Raymond Aron, l'idéologie, c'est toujours les idées des autres. On ne prend pas vraiment ça au sérieux. Vous faites de l'idéologie. Bon, c'est toujours quelque chose qui vise à rabattre l'adversaire. Alors que le terme de culture montre bien quelle était l'ambition du projet nazi, c'est-à-dire recréer un monde, une vision du monde. Reprenons leur terme, Weltanschauung, qu'ils n'ont pas inventé non plus, ils ont repris la philosophie. Mais ce terme de Weltanschauung veut bien dire ce qu'il veut dire. Comment est-ce que l'on voit le monde ? Comment est-ce que ces gens-là conçoivent l'être, le groupe, le temps, l'espace, le passé, le présent, l'avenir, le projet, la crainte, l'angoisse, etc. Et cette vision du monde est proprement révolutionnaire au sens étymologique du terme. Alexandre Viala le disait à l'instant. Ce n'est pas du tout la révolution au sens où nous l'entendons nous, c'est-à-dire au sens de 1789, l'ouverture vers un après, à la fois indéfini et infini, quelque chose effectivement de messianique, d'eschatologique, de positif en tout cas, une brèche qui ouvre le temps, non. La révolution, au sens où l'entendent les nazis, c'est le revolvere latin, dont nous avons gardé la saveur dans le revolver, ce qui tourne sur lui-même, ce qui revient à son point d'origine. La révolution nazie, c'est précisément cette révolution astronomique d'un retour à l'origine, d'un retour au point de départ. Et ce point de départ, c'est évidemment la naissance. Nature et naissance, d'ailleurs, dans les langues latines, c'est le même mot, nascor, je nais. Ce retour à la naissance, à la prime naissance, à l'aube de ce que les nazis appellent la race. Les nazis l'appellent comme ça parce que tout le monde appelle ça comme ça à l'époque. Le racisme en tant que science, la raciologie, l'anthropologie raciale, est une chose parfaitement diffusée et partagée dans l'Occident de cette époque. Ce n'est pas du tout un apanage des Allemands. Vous avez une chaire d'anthropologie raciale à la Sorbonne, au Muséum d'histoire naturelle. On enseigne cela à Stockholm, à New York, à Londres. C'est de la science. On a catalogué les hommes, on en a fait des taxonomies, si vous voulez, et des hiérarchies, de la même manière qu'on a
fait des taxonomies de plantes, de minéraux et d'animaux. Pas de raison qu'on s'arrête à l'homme, il n'y a pas de solution de continuité. Donc créer une culture par une révolution, par le fait de retrouver, au fond, l'ordre concret de l'origine. Retrouver la manière dont l'éthos, si vous voulez, la forma vitae, retrouver la manière dont les anciens Germains vivaient. Voilà. Et cette manière dont les anciens Germains vivaient était naturelle, parce qu'elle est proche de l'origine, évidemment. Alors, selon la littérature de l'époque, mais les nazis ne font que reprendre tous les stéréotypes qui courent depuis les 18e et 19e siècles sur les premiers Germains, avec une relecture de Tacite, évidemment. Alors, les Germains des origines étaient nus, ils buvaient une boisson un peu alcoolisée, pétillante, ils étaient polygames, ils copulaient et combattaient joyeusement, ils se baignaient nus dans les lacs, etc. etc. Bon. Ils vivaient à l'état de nature, et seul ce mode de vie-là était sain et était le gage d'une perpétuation de l'espèce pour les siècles des siècles. Que s'est-il passé entre ce temps de l'origine auquel il faut revenir, disaient les nazis, et le temps contemporain, 1933, il s'est passé une vingtaine de siècles lors desquels la race germanique, selon eux, a été aliénée, au sens littéral du terme alienus, qui veut dire être rendu autre que soi-même. Il y a eu des phénomènes culturels, d'arrasement culturel, si vous voulez, qui sont venus changer la race germanique. Vous avez d'abord eu l'évangélisation, c'est-à-dire l'importation du christianisme dans les forêts de Germanie. Un phénomène qui vient du sud, des déserts du sud, en gros, Palestine, et qui vient infecter les forêts du nord. C'est comme ça que les nazis voient le phénomène de l'évangélisation. Là aussi, ils ne font que reprendre de vieilles idées qui circulent depuis des siècles en Allemagne. Cette évangélisation, cette christianisation, est au fond une judaïsation, selon les nazis. Parce que le christianisme est judéo-christianisme. Comme le dit avec toute la force de sa rhétorique Hitler, le juif Saül, celui qui persécutait les chrétiens et qui se promenait sur le chemin de Damas, le juif Saül est devenu Paul, de la même manière que le juif Mordechai est devenu Karl Marx. Autrement dit, dans les deux cas, vous avez l'invention par les juifs d'une arme terrible qui s'appelle le christianisme, puis le communisme, ce qui est la même chose, selon les nazis. Ils ont peut-être raison, d'ailleurs, au fond, après tout. Peut-être que le christianisme est beaucoup plus à gauche que ce qu'on croit, ou ce que croient certains. Mais dans les deux cas, il y a eu une volonté de la part des juifs, disent les nazis. Je m'en fais l'humble porte-parole, ne prenez pas évidemment au pied de la lettre tout ce que je vous raconte. Je ne fais que restituer tout ce que j'ai lu et compris. Les Juifs, donc, selon les nazis, ont d'abord créé le christianisme pour détruire l'Empire romain, qui était germanique, puisque les Romains étaient des Germains. C'est un postulat que je vous demande d'accepter ce soir, pour le bon déroulement de la démonstration. De la même manière que plus tard, ils ont créé le communisme pour détruire le Reich, évidemment. Dans les deux cas, c'est très malin comme argumentation, le christianisme et le communisme sont deux idéologies égalitaristes. Tout le monde est enfant de Dieu d'un côté, et puis de l'autre côté, tous les êtres sont libres, égaux, etc. Deux idéologies donc égalitaristes et universalistes. Tout le monde est enfant de Dieu, c'est le fameux saut quantique, si vous voulez, de saint Paul, qui passe du particularisme juif à l'universalisme chrétien. Bon. Et de la même manière, le communisme s'adresse à tous les hommes, prolétaires de tous les pays, etc. Bon. Dans les deux cas, donc, on a une arme politique et culturelle qui vient détruire le particularisme racial et qui vient détruire l'égoïsme d'une race. Or, une race comme une espèce animale doit être repliée sur elle-même et ne doit se soucier que de sa propre survie à elle. L'idée selon laquelle on doit se préoccuper de la totalité des humains est une absurdité sans nom pour les nazis, tout simplement parce que l'humain n'existe pas. Voilà. Et c'est là que les nazis sont des anti-universalistes radicaux et très cohérents, très conséquents, qui estiment qu'il y a à la surface de la Terre des humanoïdes, on va dire, des gens qui sont plus ou moins bipèdes, qui ont plus ou moins une tête, des mains, etc., et qui ressemblent plus ou moins à quelque chose qu'on pourrait appeler des êtres humains, mais, comme ils le disent souvent dans leur littérature, tout ce qui porte visage
humain n'est pas humain. Attention. Les bipèdes, si vous voulez, ou les humanoïdes, sont autant de races qui sont autant d'espèces étrangères les unes aux autres. De la même manière qu'il n'y a rien à voir ou pas grand-chose entre un chat et un chien, eh bien, il n'y a rien à voir entre un arien et un juif. Voilà. Et ce sont, de la même manière également que dans le règne naturel, les espèces animales sont en lutte les unes contre les autres pour la maîtrise des espaces, de la nutrition et de la reproduction, de la même manière, donc, les races humanoïdes se combattent férocement. Ce que Ernest Renan avait bien compris à la fin du XIXe siècle, quand il disait que le triomphe de la biologie et du darwinisme social inaugurait une ère de guerre zoologique. Des guerres zoologiques. C'est bien ça, c'est exactement cet univers mental dans lequel les nazis évoluent. Donc, il y a eu cette aliénation chrétienne, qui est une dénaturation, parce que l'importation du message chrétien, c'est-à-dire juif, est une importation de valeurs morales, juridiques, qui n'ont rien à voir avec la nature. Que vous enseignent les chrétiens, c'est-à-dire les juifs? Qu'il faut être monogame. Ah, la belle affaire. Les Germains étaient polygames. Et seule la polygamie, disent les nazis avec conviction, et d'ailleurs ils le pratiquent assez abondamment, au plus haut niveau de la hiérarchie, seule la polygamie permet de répondre à l'injonction de la nature de faire beaucoup d'enfants. C'est une arithmétique biologique très simple qu'ils font, à la suite de Schopenhauer notamment, et de bien d'autres, selon laquelle un homme est reproductible au bout de 10 minutes, une femme au bout de 9 mois, 1 an. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est dit très clairement par les juristes, notamment à cette époque, dans un contexte, alors ça peut nous faire sourire, mais dans un contexte d'hémorragie démographique. Lorsque on se souvient que l'Allemagne, premièrement, sort de sa transition démographique entre 14 et 18, c'est-à-dire que la natalité baisse brutalement, qu'au même moment, vous avez une mort de masse, 2 500 000 morts pendant la Grande Guerre, 2 500 000, hein, en comptant le front plus l'arrière. Lorsque vous ajoutez à cela, à l'été 1944, on en est en Allemagne à 2 500 000 morts hommes au combat, à rajouter aux 2 500 000 morts pendant la Grande Guerre. Donc, sans compter même les civils. Disons en tout, depuis 1914, en 30 ans, à l'été 1944, vous avez un excédent de 6 millions de morts non naturelles. Et bien dans ce contexte-là, à l'été 1944, les juristes du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice et de la Chancellerie se concertent pour modifier le droit civil allemand et restaurer, disent-ils, non pas instaurer, mais restaurer, révolution, on revient à quelque chose d'ancien, restaurer la polygamie germanique. Die germanische Mehrehe, en allemand dans le texte, bien étudié par notamment les historiens du droit de l'époque qui, sans doute, avaient quelques idées derrière la tête. Mais c'est une pratique qui est tout à fait acceptée. Himmler, c'est bien connu, notoriété publique, a 2 familles. Martin Bormann, le secrétaire particulier, le chef de cabinet, si vous voulez, d'Hitler, a la bagatelle de 18 enfants. Bon, 8 ou 9 avec son épouse légitime, et puis une petite dizaine dans ses à côté. Et ça fait l'objet d'une théorisation et d'un échange épistolaire entre Martin Bormann et son épouse. Quand elle est enceinte, il lui dit, voilà, j'ai rencontré telle jeune femme, et son épouse de lui répondre, mais vas-y, là, je suis empêché en ce moment, tu reviendras me voir quand, etc. Bon. Petite disparité de genre, évidemment, mais les nazis assumaient assez bien cette inégalité sexuelle, bien entendu. Tout simplement parce que, pour reprendre une analyse en termes de droit, il n'y a pas d'universalité des droits subjectifs, il n'y a que des fonctions naturelles et des fonctions sociales. Un homme n'est pas une femme, un ouvrier n'est pas un patron, et à chaque fonction naturelle et sociale correspondent des droits particuliers qui ne sont pas universels et qui ne sont pas universalisables. Ça, c'est la première aliénation, qui est une véritable dénaturation, au sens littéral du terme, puisqu'on est arraché à la nature, on est dévié de la nature et de sa mission naturelle. Et les autres aliénations successives qui sont venues détruire, au fond, l'essence et la vocation de la race germanique, c'est évidemment la réception du droit romain tardif au XIVe, XVe siècle, c'est l'humanisme,
ce sont les Lumières, et c'est enfin cette catastrophe universelle qu'est la Révolution française. Voilà. La Révolution française est une abomination pour les nazis parce qu'elle a, si vous voulez, laïcisé et diffusé ce qu'il y avait de pire dans les idées anti-germaniques, hein, en prétendant proclamer des droits humains universels et inconditionnels. Alors ça, c'est un non-sens. Les nazis, d'ailleurs, qui n'ont de cesse hein, que de vilipender la Révolution française, hein, de la honnir, de la haïr. Je pense que les trois personnes les plus insultées en fait, dans la littérature nazie, c'est Karl Marx, Robespierre et Rousseau. Rousseau, c'est vraiment l'idée d'un contrat social, c'est-à-dire d'une société reposant sur un contrat, c'est-à-dire sur un acte synalagmatique, hein, sur un échange de volonté libre, éclairé, de consentement. L'idée que le groupe humain est une société au fond comparable à une société commerciale est une abomination pour les nazis, qui ne pensent pas en termes de société, mais en termes de communauté, où la volonté n'a rien à voir. Il n'y a pas de volonté dans le fait que je suis allemand ou russe ou je ne sais quoi. Il y a une détermination naturelle incoercible. Je n'ai pas choisi et je ne peux pas m'en détacher. Voilà. L'idée d'une cité politique fondée sur un contrat est une horreur pour eux. C'était une horreur pour les premiers contre-révolutionnaires, bien entendu, hein, pour ceux qui se réclamaient de la théologie, de la détermination par Dieu. Je suis sujet de roi de France parce que Dieu en a disposé ainsi. Et au cours du XIXe siècle, la contre-révolution s'est déplacée au fond de la théologie vers la biologie. On n'a plus revendiqué Dieu parce que ça faisait sévèrement rire tout le monde, mais on a revendiqué la science, on a revendiqué la biologie. C'est la détermination naturelle qui fait de moi le membre de telle ou telle race, le membre de telle ou telle nation. Voilà. Et les nazis sont les héritiers, là encore, de cela. Ils n'ont rien inventé. Ils ont repris des choses qui leur préexistent et qui leur conviennent. La Révolution française, donc, est honnie, elle, et puis ses répliques. Révolution internationale que 1789, puis ensuite 1830, 1848, et révolution internationaliste avec 1871, la Commune de Paris, hein, qui est une belle abomination à leurs yeux aussi, et 1917, bien sûr, 1917 et ses conséquences en Allemagne, la Révolution de 18, la Révolution de 19, Allemagne, Bavière, Hongrie. Il faut se souvenir quand même, pour voir quelle est la force de la contre-révolution en Allemagne dans les années 20, dont le nazisme se nourrit, il faut se souvenir que vous avez en 1919 en Bavière, hein, État catholique, messe en latin, État rural, siège de la contre-réforme, patrie des jésuites, etc., etc. Vous avez en Bavière donc une république soviétique en 1919. Quand on parle de république des conseils, Räterepublik, ça veut dire république soviétique, république des soviets. Voilà. Et c'est contre cela que, évidemment, les nazis réagissent férocement, comme d'autres, mais peut-être plus férocement que d'autres. Et Alexandre Biala le disait tout à l'heure, ils reprennent un mot qui a été consacré par 1789, révolution, parce que c'est un terme qui est très prestigieux au XXe siècle, le terme de révolution, grâce au souffle de la révolution bolchevique, grâce au prestige de ce mouvement où les hommes semblent se saisir de leur histoire et semblent être les maîtres et les acteurs de leur histoire. Donc tous les contre-révolutionnaires du XXe siècle, au fond, reprennent le terme de révolution et lui font une prise de judo pour retourner sa force contre elle-même. Pétain parle de révolution nationale. Bon. Et les nazis parlent de révolution nationale également et de révolution politique. Et ils sont tellement contre-révolutionnaires qu'ils utilisent le terme révolution, non pas au sens de 1789, mais au sens d'avant 1789, au sens pré-révolutionnaire du terme. C'est un peu l'achèvement sémantique de la contre-révolution, si vous voulez. Ces aliénations successives donc, ont détérioré évidemment la race germanique, l'ont rendue incapable de procréer. Elle fait des enfants, mais pas assez, parce qu'elle n'est pas polygame. Ces aliénations l'ont rendue incapable également de se défendre,
Parce que le christianisme, puis l'humanisme, puis les Lumières, puis la Révolution française, lui ont appris à cette race germanique un peu naïve que tous les hommes étaient égaux, frères, etc., et qu'il fallait respecter autrui, qu'il fallait respecter l'ennemi, qu'il ne fallait pas se battre quand on était en guerre jusqu'à l'extinction totale et jusqu'à l'extermination absolue de l'ennemi. Bref, elle a été dévirilisée, démonétisée et rendue totalement incapable de vivre et tout simplement de survivre. Ça, c'est une conception de long terme de l'histoire que les nazis développent et qu'ils développent partout. Hein. Vous avez ça dans les actualités cinématographiques, dans les films de fiction au cinéma, dans les documentaires pédagogiques créés par le parti et diffusés dans les réunions Tupperware du parti nazi, de la SA, enfin bref, dans les cours de formation idéologique ou à l'école. Vous avez ça dans les thèses universitaires, dans les manuels scolaires, dans les fascicules de formation idéologique qui servent de support dans toutes les organisations du parti, sur les tracts, sur les affiches, etc., dans la presse, bien entendu. Vous avez une conception donc de long terme de l'histoire qui aboutit à une conception très très angoissée du moment présent. Les nazis estiment que l'histoire joue contre la race, en fait. L'histoire joue contre la nature, parce que ça fait des siècles, voire des millénaires, que cette pauvre race germanique est rendue impuissante, au fond, à se défendre, à procréer, à combattre, et au fond à vivre selon sa nature, qui est quoi? De conquérir, de coloniser, de faire des enfants et de les nourrir. Et sur ce fondement-là, de créer de la culture. C'est ça la vocation de la race germanique selon eux. Et cette histoire de long terme aboutit à un moment qui suscite une forme de panique culturelle, de panique existentielle même, qui est le temps présent, qui selon les nazis est le temps du tout ou rien. C'est la vie ou la mort maintenant. On a le choix, disent les nazis. Hein. Soit on crève, soit on continue comme ça, si vous voulez, à être de bons chrétiens, protestants, catholiques, à être de bons citoyens kantiens, à suivre les prescriptions de la morale héritée, du droit. Le droit, qu'est-ce que c'est en Allemagne? C'est un droit civil importé de France, codifié à la française. On continue également donc à suivre les prescriptions du droit international, de Versailles, de la Société des Nations. Si on continue comme ça, disent-ils, on va mourir. Voilà. Le constat est là. Les chiffres le montrent, les statistiques sont là, on fait moins d'enfants, les peuples slaves explosent, les peuples jaunes se multiplient, les peuples noirs, idem, et nous, on dépérit. Voilà. Et on est entouré d'ennemis. Ce qui, à leurs yeux, prouve le caractère incandescent et mortel de ce danger, c'est évidemment la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, c'est ce moment où se forge la conscience panique d'une disparition inéluctable. Première Guerre mondiale, aux yeux des nazis, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Beaucoup d'Allemands de l'époque ont observé que les puissances centrales, fait de la géographie et des alliances malheureuses, les puissances centrales, Allemagne et Autriche, ont été encerclées par un monde d'ennemis. La Russie d'un côté, la France de l'autre. L'Allemagne était soumise à un blocus maritime de la part de la Navy, qui a conduit à une famine épouvantable en Allemagne à partir de 1916. Et donc un surcroît de mortalité très important. Je vous l'ai dit, 700 000 civils meurent à partir de 1916 de famine, tout simplement. On meurt de faim. Et tout cela, aux yeux des nazis, montre que un monde d'ennemis, évidemment structuré par le complot juif, ça va de soi, un monde d'ennemis s'est ligué contre l'Allemagne pour la détruire, non pas seulement en tant que puissance militaire ou qu'entité politique, mais pour la détruire en tant qu'entité biologique, en tant que peuple. Le but de nos ennemis, disent les nazis, nos ennemis, c'est-à-dire le monde entier, hein, le but de nos ennemis, les bolcheviks d'un côté, qui sont des juifs, la City de Londres de l'autre, et puis Rockefeller, et puis Washington, des juifs aussi, les Français, un mélange de juifs, d'arabes et de noirs, et vaguement de quelques débris germaniques. Tous ces gens-là veulent notre mort. Voilà. Ils se sont ligués contre nous pour nous tuer. Et dès lors, il faut réagir pour se défendre, pour desserrer l'étau géostratégique et biologique, desserrer l'étau, pousser les murs en fait, hein.
D'où l'idée d'un double front, d'une double attaque contre l'Ouest, parce qu'on est bien obligé de régler ses comptes avec la France et la Grande-Bretagne, mais surtout contre l'Est. Le péril bolchevique, judéo-bolchevique, les vastes espaces de l'Est que l'on va mettre à profit pour créer un espace vital, bien entendu. Donc, d'où cette idée que le moment est à la décision historiale, dit Heidegger. Hein. C'est la décision du tout ou rien, de la vie ou de la mort. Voilà. Et pour vivre, l'Allemagne doit revenir à elle-même. Elle doit revenir à son authenticité, c'est-à-dire à la pureté de sa race. Et à ce moment, je vous le disais, hein, ce moment de l'origine, où elle vivait en accord avec la nature, où elle procréait, où elle combattait, où elle se nourrissait, où elle se développait, où elle se déployait, où elle colonisait le monde. Parce que les nazis en sont convaincus, les prestigieuses civilisations de l'Antiquité, par exemple, ont été créées par des tribus germaniques qui ont émigré du Nord et qui se sont installées en Grèce. Et puis dans la péninsule italique, créant évidemment la philosophie, le droit, les mathématiques, le théâtre, le Parthénon, etc. Hein, la race germanique qui vivait sous un climat épouvantable, qui est un peu vrai d'ailleurs, n'a pas pu se développer, et ce n'est qu'en émigrant en Méditerranée, on le sait bien entre les Bouches-du-Rhône et l'Hérault évidemment, que ce n'est qu'en émigrant en Méditerranée qu'elle a pu opérer sa photosynthèse culturelle au fond, et développer des cultures et des civilisations prestigieuses. Il faut donc revenir à cet état-là par une révolution culturelle qui, j'insiste, repose sur des idées très banales, qui sont celles de l'Occident de l'époque. Hein. Le racisme, l'antisémitisme, un capitalisme un peu râpeux, on va dire, militarisme, nationalisme, impérialisme, colonialisme. Tout cela, ce sont des choses qui sont en partage de cet Occident de 2e, 19e siècle et du 1er, 20e siècle. Sauf que chez les nazis, l'idée qu'il faut mettre en cohérence toutes ces idées-là et les appliquer très vite et très fort. D'où l'extrême brutalité des nazis qui surprend tout le monde. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir fin janvier 1933, on leur donne quelques semaines ou quelques mois. Hein. Ils vont prouver, évidemment, on va lever l'hypothèque, comme on dit. Hein. Ils vont prouver leur incapacité, leur incompétence, et ils vont échouer. Sauf qu'ils surprennent tout le monde parce qu'ils ont bien préparé leur arrivée au pouvoir et qu'ils appliquent de manière à la fois méthodique et très brutale, très violente, leurs solutions. Ils le font en Allemagne, dès 1933, ils le font en Pologne, dès septembre 1939, en abattant 60 000 personnes en 1 mois et demi. Hein. Les fameuses Einsatzgruppen ont sévi bien avant 1941. Donc ils mettent en œuvre leurs solutions très vite et très fort parce qu'ils sont convaincus que l'Allemagne joue contre la montre et qu'elle joue en fait contre la mort. Voilà. Et qu'elle a perdu beaucoup trop de temps. 1789, c'était il y a 150 ans, selon eux. Il est temps de réagir. Voilà. Les fascistes ont pris le pouvoir en Italie en 1922. Nous, on est arrivés au pouvoir 11 ans plus tard. On a perdu du temps, beaucoup trop de temps. Donc il faut le rattraper par une violence extrême et par une radicalité totale. Je vous le disais, les actes nazis ne sont pas de purs actes. Nous nous réfugions souvent dans l'idée confortable pour nous, qu'il s'agit de brutes épaisses, dont les idées seraient aussi courtes que les cheveux sont ras, si vous voulez. Des skinheads, des brutes. Or, on sait, bien entendu, que les cadres supérieurs, moyens, intermédiaires et moyens du nazisme étaient très bien formés par les meilleures universités d'Europe, qui étaient les universités allemandes. Les titulaires de doctorat, et singulièrement de doctorat en droit d'ailleurs, étaient peuplés, tous les organigrammes. Ces gens-là qui évoluaient entre un travail de bureau et puis un travail ou des missions de commandement d'unités de tueurs sur le front de l'Est, étaient des gens qui étaient docteurs en droit, en économie, en littérature latine, en histoire, en linguistique, etc. C'était des gens qui donc pensaient ce qu'ils faisaient et qui faisaient parce qu'ils l'avaient pensé, si vous voulez. Et qui étaient conscients que le fait d'être brutal, d'être violent, ne va pas de soi quand on est un être humain, et
les nazis, il faut le rappeler, sont des êtres humains, ça ne va pas de soi et ça implique tout un discours normatif en amont qui vient justifier, expliquer, légitimer et rassurer au fond. Abattre un enfant de 2 ans au bord d'une fosse en Lituanie, ça ne va pas de soi. Voilà. Même pour quelqu'un qui est un antisémite convaincu ou un nazi à front bas, si vous voulez. Ça ne va pas de soi. Voilà. Il y a un moment où ça coince, si vous voulez, l'acte criminel. Hein. Ça coince au départ, parce que c'est pas facile de tuer. Bon. Et ça coince à un autre moment où c'est une femme qui vous émeut, c'est un bébé, c'est un homme qui vous parle en allemand, qui vous raconte qu'il a fait la Grande Guerre, qu'il est titulaire de la Croix de Fer et que vous devez abattre, parce qu'il est juif. Bon. Donc ça ne va pas de soi et ça implique toute une superstructure normative, très argumentée, très patiente, très pédagogique, très rassurante, qui consiste à dire à celui qui tue l'enfant au bord de la fosse, tu n'es pas un criminel. Tu n'es pas un monstre, tu n'es pas un lâche, tu es un héros. Voilà. Ce qui serait lâche, ce qui serait criminel et ce qui serait monstrueux, ce serait de ne pas tuer cet enfant. Pourquoi ? Parce que cet enfant n'est pas un enfant. Cet enfant est un juif. C'est-à-dire que c'est une espèce autre qui va grandir et qui va venir tuer tes enfants. Ça, c'est ce que disent les discours des autorités, si vous voulez, des commandements, mais c'est quelque chose que vous retrouvez à la base chez les exécutants, chez les exécuteurs d'ailleurs. Des gens qui, pour eux-mêmes et pour leur famille, pour leurs épouses, pour leurs enfants, expliquent ce qu'ils font à longueur de journée, expliquent pourquoi ils tuent et pourquoi ils tuent des enfants, et ils expliquent qu'ils les tuent pour protéger les leurs. Voilà. Parce que leurs enfants leur manquent tellement. Donc seule cette construction d'une culture et d'un univers normatif, d'une vision du monde, permet l'effectuation de l'acte et permet au fond à la race germanique de faire 3 choses. De procréer beaucoup et bien, de combattre, et de combattre selon les lois de la nature, c'est-à-dire sans aucune pitié, et jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'extinction de l'autre, et de régner. Et c'est là que la révolution normative nazie trouve, si vous voulez, son application dans ces 3 nouveaux impératifs catégoriques. Tu dois procréer, tu dois combattre, tu dois régner. Hein. Procréer, d'abord, c'est peut-être la chose la plus connue, avec les lois de Nuremberg, avec toute cette nouvelle morale de la procréation que les nazis mettent en place. La procréation doit être à la fois massive quantitativement, mais elle doit être bonne qualitativement. Il faut produire beaucoup d'enfants, selon eux, selon les nazis, mais beaucoup d'enfants bons, de bonne race. C'est pour ça que révolution culturelle, il percute la morale sociale traditionnelle, qui vous dit qu'une femme non mariée qui est enceinte, dans les années 30, c'est un destin social peu enviable, un peu partout en Europe, eh bien cette femme n'est pas une fille mère à mettre au banc de la société. Cette femme est une héroïne de la race qui doit être prise en charge par l'État et qui doit accoucher dans les meilleures conditions possibles, si tant est qu'elle soit elle-même de bonne race et le géniteur également. C'est tout le sens de cette institution de la SS qui s'appelle le Lebensborn, hein, les fontaines de vie, des institutions alors, beaucoup fantasmées de manière un peu idiote hein, sur ces lieux qui ne sont pas du tout des haras, hein, mais tout simplement des hospices d'accueil de jeunes femmes enceintes, non mariées, rejetées par leur famille et par la société, que la SS accueille en leur disant ce que Himmler dit à ses femmes, à ses filles mères, la mère d'un bon sang nous est sacrée. Heilig ist uns die Mutter guten Blutes. La mère d'un bon sang nous est sacrée. Autrement dit, la paria, rejetée par la société, est accueillie par la SS qui, évidemment, l'aide à accoucher et ensuite recueille son enfant. À peu près 10 000 enfants sont nés dans les Lebensborn pour, évidemment, être pris en charge par le NSDAP, par le parti et par la SS. Il faut procréer beaucoup, ce qui suscite donc les réflexions polygamiques que je vous évoquais, et qui se matérialise également par un ordre de procréation donné par Himmler à ses troupes.
Dès octobre 1939, Himmler, en tant que chef de la SS, édicte un Zeugungsbefehl, un ordre de procréation, qui dit à ses hommes, partout, tout le temps, où vous soyez, dans toutes conditions, procréez. Voilà. Alors, ce qui, évidemment, suscite quelques émotions légitimes, notamment dans la Wehrmacht, parce que la Wehrmacht se dit, bon, tous nos hommes sont au front, les autres doivent procréer, mais avec qui, au fait? Bon. Et ça permet aux nazis, évidemment, de pousser l'argument et de radicaliser à la fois leur discours et, évidemment, leur pratique. Procréer, également, implique de ne pas mélanger les sangs, puisque c'est une des idées fortes de la raciologie de l'époque, de l'anthropologie raciale, que le mélange des sangs aboutit à une dégénérescence. Et donc, il faut préserver la pureté du sang pour... toute la biologie de l'endogamie nous a montré que les nazis étaient un petit peu courts sur ce point de vue, comme sur d'autres points scientifiques. Mais en tout cas, ils en sont persuadés. D'où, évidemment, la réforme non seulement de la morale, comme nous l'avons vu, mais du droit civil, avec les lois Nuremberg. Il faut procréer. Procréer pour ensuite, deuxième impératif catégorique, combattre. Combattre, c'est-à-dire se livrer à ce que la nature nous impose. Alors ça, c'est évidemment toute la culture social-darwiniste qui ressurgit, que les nazis n'ont certainement pas inventée, et qui dispose que toute vie est combat, qu'il faut être un battant, un gagnant, enfin bref. Peut-être pas un hasard que certains SS soient devenus des fondateurs d'écoles de commerce, au fond, après tout. Peut-être une forme de sympathie idéologique ou de continuité, je ne sais pas, c'est à débattre. Il faut donc combattre à la fois en interne les ennemis du régime et toutes les catégories allogènes, rejetées, ce que les nazis appellent les asociaux. Les asociaux, c'est une vaste catégorie qui fait l'objet d'opérations de police massives et d'incarcération régulières dans les camps de concentration. Ce sont les chômeurs, ce sont les alcooliques, ce sont les poètes, les sous-préfets aux champs, etc., asociaux, raflés et mis en camp. Voilà. Parce que les nazis sont des productivistes. Il faut bosser sous le Troisième Reich. Il faut bosser parce qu'il faut produire. Il faut produire des armes. Et il faut combattre. Le combat contre les ennemis intérieurs prend le visage de la police et de la justice. Police et justice qui sont totalement rendues méconnaissables. La police devient une véritable entité militaire qui est appelée à se battre physiquement jusqu'à la mort contre les ennemis intérieurs. Et quant à la justice, elle est totalement vassalisée par la police, justement, puisque le droit, l'état de droit est suspendu dès le 28 février 1933 et les procédures judiciaires sont remplacées par des procédures policières. C'est le régime juridique des camps de concentration. Voilà. Le camp de concentration, ça repose sur un ordre d'incarcération qui n'est plus un acte judiciaire, mais qui est un acte policier sans contrôle judiciaire. C'est là qu'on passe l'état de droit à l'état policier, et c'est comme ça que ça se passe pendant 12 ans, une forme d'état d'exception ou d'état d'urgence peut-être permanent. Le combat, évidemment, touche les ennemis extérieurs, mais la distinction intérieur-extérieur, au fond, quand vous pensez biologiquement, n'est pas très pertinente, parce que tout est dans tout. Et le combat extérieur, pour le coup, au fond, chez les nazis, revient à mettre un terme et un point final à ce qu'ils appellent 6000 ans de guerre raciale. Voilà. C'est tombé sur des fascicules de formation idéologique du parti nazi, qui étaient enseignés un peu partout, qui relisent l'histoire de l'humanité sous le jour de la guerre. Tout est guerre, tout le temps, guerre biologique. 6000 ans de guerre raciale, entre quoi? La race germanique, qui est plutôt pacifique, sympathique et naïve, créatrice de culture, accouchant ici de Platon, là de Bach, enfin bref, très positive. Et toutes les autres races, c'est-à-dire toutes les autres espèces animales, les juifs, les slaves, et que sais-je encore, qui veulent sa mort. Par jalousie, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Les explications sont assez simples dans l'univers nazi. Et cela fait des millénaires que ça dure. À chaque fois, au profit, évidemment, de la race germanique, qui est la meilleure, donc qui s'impose militairement. Mais ça use 6000 ans de guerre raciale. Voilà.
Et on est arrivé, disent les nazis, à un point où on va vraiment disparaître, on va être submergé par nos ennemis si on ne réagit pas adéquatement. D'où leur idée, qui est proprement eschatologique, qui est proprement millénariste, de mettre un terme à ces 6000 ans de guerre, c'est-à-dire de mettre un terme à l'histoire. Et c'est là qu'on passe au troisième impératif catégorique. Tu dois procréer, tu dois combattre, mais tu dois combattre une bonne fois pour toutes, dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans les règles de la nature, détruire totalement l'ennemi. Pourquoi ? Pour, troisième impératif catégorique, régner. Le règne, en allemand, ça se dit Das Reich, tout simplement. Das Reich, c'est un terme polyphonique qui veut dire à la fois l'empire, au sens juridico-institutionnel, politique du terme, mais qui veut dire également le règne au sens du regnum latin, à la fois la période, l'ère de temps, cette vaste stase temporelle qui doit succéder à la dernière des guerres. La dernière des guerres sera raciale, et une fois qu'on aura écarté d'une manière ou d'une autre, de préférence à un certain moment par l'extermination, les ennemis de la race, eh bien, la race germanique pourra régner dans les siècles des siècles. Et c'est là qu'on touche donc à la dimension proprement millénariste du nazisme, résumée par ce slogan qui nous paraît parfois, souvent ahurissant, le Reich de 1000 ans. Alors on se dit, bon, décidément, ces types étaient dingues. Le Reich de 1000 ans, bon. Mais ce n'était pas qu'un slogan, le Reich de 1000 ans. C'était un projet. Voilà. C'était un projet. Un projet pensé par des universitaires, mis en œuvre par des technocrates, des militaires, des policiers. Et ce projet, c'est le projet d'un très vaste empire colonial à l'Est. La sortie de l'histoire, c'est sortir de ce lieu du malheur, ce lieu où l'on souffre, ce lieu où la germanité est attaquée, c'est se libérer des ennemis une bonne fois pour toutes, et c'est se projeter dans un vaste espace temporel et spatial, qui est celui du temps infini de la paix, puisqu'il n'y a plus personne en face pour vous embêter, la grande paix des cimetières, mais également cet espace géographique concret qui est ce que les nazis appellent Großraum Ost, le grand espace à l'est, qui va de Berlin jusqu'à l'Oural, et de la Baltique jusqu'à la mer Noire. Voilà. Ce très grand espace à l'est, qui est à leurs yeux libre de droit, pour penser en termes juridiques. Ils reprennent là encore une idée très banale en Occident, qui est l'idée de la terra nullius. Ce concept juridique inspiré de la res nullius du droit romain, la chose qui n'appartient à personne. La terra nullius, c'est la terre qui n'appartient à personne. Et c'est comme cela que depuis le XVIIIe siècle, les Européens justifient la colonisation. Je vais en Afrique, terra nullius. Il n'y a personne en Afrique. Il n'y a personne. Il y a des bipèdes qui se promènent comme ça, là, au milieu des gazelles et de la savane, mais ce ne sont pas des êtres humains. Donc, je me l'approprie. L'Asie, terra nullius. Il va de soi qu'en Asie non plus, il n'y a pas de civilisation. Donc, je me l'approprie. Eh bien, l'Est de l'Europe, je vous dis, ça commence dans la banlieue de Berlin pour s'achever à l'Oural, l'Est de l'Europe est un espace libre de droit, une terra nullius. Alors certes, il y a des Slaves, mais les Slaves ne sont pas des hommes. Les Slaves sont des sous-hommes. Ils n'ont rien créé, ils n'ont pas accouché d'aucune civilisation. Bon. Il y a des Juifs, mais les Juifs ne sont pas des hommes, ne sont pas des sous-hommes, ne sont pas des animaux, ce sont des bactéries, selon les nazis, qui ont une appréhension médicale de ce qu'ils appellent la question juive. Et dès lors, ces espaces-là sont libres à saisir. Et c'est dans ces vastes espaces-là que les nazis projettent tout leur imaginaire technocratique d'aménagement du territoire. Et c'est un travail très sérieux qu'ils font. Au sein d'abord d'un office qui s'appelle l'Office central de la race et la colonisation, le RUSHA, Rasse- und Siedlungshauptamt, qui est un département de la SS à partir de 1931. Et à partir de 1939, au moment de la victoire contre la Pologne, une nouvelle institution qui s'appelle le Commissariat du Reich pour le renforcement de la race germanique, le RKF, dirigé par Himmler, et qui est concrètement dirigé par un professeur de géographie de l'université de Berlin, le professeur Dr Konrad Mayer, géographie agraire, pas pour rien, qui rassemble tout un aréopage
d'experts, de collègues. Alors, vous avez des professeurs de linguistique, des professeurs d'économie, des universitaires, des professeurs d'histoire, de géographie, bien entendu, de paysagisme. J'ai même retrouvé un paysagiste qui participait aux travaux de cette noble assemblée, puisqu'il faut également penser à l'aménagement de l'Ukraine pour que les Souabes que l'on va y implanter se sentent chez eux. On prévoit la hauteur des haies, l'espacement des arbustes, les essences que l'on va implanter en Ukraine pour que le Bavarois perdu dans la banlieue de Kiev se sente quand même chez lui. Bon. Et ces gens-là travaillent beaucoup de conserve avec des hauts fonctionnaires, avec des juristes, avec des policiers, avec des militaires, pour élaborer les différentes versions de ce qu'ils appellent le Generalplan Ost, le plan général pour l'Est, qui est un gigantesque plan d'aménagement du territoire et de reconfiguration géoethnique de l'espace européen. Déplacement de population par millions, extinction, encouragement, colonisation, construction de lignes de TGV, figurez-vous, un TGV Berlin-Moscou qui est prévu, jusqu'à l'écartement des rails, jusqu'à la hauteur des wagons. Création de villes nouvelles, bien entendu, création de zones d'implantation de colons agricoles. Bref, tout cela est un grand rêve, si vous voulez, prométhéen, mégalomaniaque, très technocratique, très universitaire aussi, qui montre que le projet nazi n'est pas en l'air, si vous voulez. Ça repose sur une vaste lecture de l'histoire et sur une projection dans cet après-l'histoire qui est le temps du règne, voilà, le temps du Reich à l'Est. Et c'est tout cela que la révolution culturelle nazie a commencé à produire dans un temps très court, 12 ans, c'est rien. Vous vous rendez compte? Ils arrivent en 1933 et disparaissent. Ils disparaissent. Ils sont moins actifs, disons, à partir de 1945. Mais 12 ans, c'est rien. Et en 12 ans, 60 millions de morts. 27 millions de morts en territoire soviétique, 5000 Oradour-sur-Glane en URSS, 500 Oradour-sur-Glane dans les Balkans. C'est ça le nazisme. 6 millions de morts juifs sous les balles des unités de tuerie à l'Est et dans les centres de mise à mort de l'Est et également plus proches de la Pologne occupée. C'est ça le nazisme, en très peu de temps. Et je dis 12 ans, au fond, c'est pas 12 ans. C'est 6 ans, 39-45, c'est 4 ans, 41-45, voire 3 ans, 41-44. Voilà. Il en fallait quand même de la réflexion, de la justification et de la pensée pour produire, justifier et encourager ce cataclysme de violence et de crimes absolument inédit dans l'histoire qu'a représenté le phénomène nazi. Phénomène humain trop humain, en l'occurrence, puisque, je vous le disais tout à l'heure, ça nous arrange, nous, de considérer qu'ils sont fous, barbares, demeurés, ou que sais-je encore. Non, non, non. Très intelligents, très travailleurs, très conséquents. Parfois très corrompus aussi, et puis pas toujours très organisés, mais en tout cas sérieux dans ce qu'ils faisaient, dans ce qu'ils pensaient, dans ce qu'ils mettaient en œuvre. Et ça, forcément, il y a un effet retour sur nous qui est très désagréable. Très, très désagréable. C'est beaucoup plus facile, et c'est pour ça que ça a été une forme de doxa dans l'espace public, que de considérer que ces gens-là, je vous le disais, étaient fous, barbares. Bla. Il y a un projet, qu'il y a une réflexion, qu'il y a une pensée, il y a forcément un effet retour sur nous. Voilà. 1, c'est des hommes, 2, ils réfléchissent, et 3, ils viennent d'où? Ils viennent pas de Mars, ils viennent de notre temps et de notre lieu. Voilà. Et notre temps et notre lieu, c'est l'Europe et l'Occident des 19e, 20e siècles, qui sont cette Europe et cet Occident de quoi? De la révolution industrielle et de ses conséquences humaines, écologiques, environnementales. Les nazis étaient de bien piètres écolos, contrairement à ce que l'on entend souvent. C'était des gens qui détruisaient tout, évidemment. La nature était considérée par eux comme un fonds de réserve dont on puisait de l'énergie et qu'ils épuisaient comme ils épuisaient les populations concentrationnaires. Donc cet Occident, ce lieu, ce temps, ce sont les nôtres, celui du capitalisme, celui du racisme, du colonialisme, de
l'antisémitisme, de l'impérialisme et de tous ces ismes qui ont fait notre malheur et qui contrastent, et c'est par là que je terminerai pour revenir à ce que disait le professeur Alexandre Viella tout à l'heure, qui contrastent avec ce que nous sommes. Voilà. Ce que nous sommes, en ayant pris d'ailleurs peut-être un peu conscience de ce qu'ils ont été eux, ce que nous sommes, et nous sommes, nous, structurés par d'autres ismes. Humanisme, justnaturalisme, universalisme. Et ces ismes-là, les nôtres, les nazis les avaient conspués, les avaient rejetés, les avaient niés. Pas d'humanisme parce que pas d'humanité, pas d'universalisme parce que pas d'universel, pas d'universalité. Eh bien, on a su, c'est-à-dire cette Europe et cet Occident dévastés par la guerre, par le crime et par le deuil, ont su tout de même les réaffirmer. Mais c'est peut-être, s'il y a quelques leçons d'histoire, c'est peut-être celle-là qu'il faut en tirer. Ce sont des constructions fragiles et ce sont des choix humains, volontaires, reposant sur nos libertés, notre liberté. Les nazis en sont un exemple, un contre-exemple, et à nous d'illustrer autre chose peut-être. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, merci, cher ami, cher Johan, donc, pour ce brillant propos qui nous a plongé dans l'univers nazi, dans la folie nazie, et qui montre combien celle-ci a été rationalisée, théorisée et effectivement assumée par des individus qui savaient ce qu'ils faisaient et qui le savaient d'autant plus qu'il reste inexcusable et impardonnable. Et effectivement, c'est cette rationalisation qui est assez effarante, puisque la raison, c'est notre trésor à nous. C'est le trésor de la modernité, et on a donc une modernité qui s'est mise, une raison, une rationalité qui s'est mise au service du mal. Alors, j'ai bien apprécié la précaution oratoire que tu as utilisée dès le début de ton propos, lorsque tu disais « je suis un humble porte-parole de la rhétorique folle des nazis, je ne fais que reprendre leurs propos ». Et c'est d'ailleurs un petit peu la rhétorique que tu utilises dans tes ouvrages, et qui te permet finalement de déconstruire l'argumentaire nazi en reprenant leurs propos, tout en sachant très bien que ce n'est pas toi qui les penses, tu ne fais que les redire. Et c'est un petit peu la méthode que tu as utilisée dans ta conférence. Alors, il me vient à l'esprit une question que je voudrais te poser avant de donner la parole à la salle, puisque c'est un petit peu mon rôle ici, c'est de lancer la discussion, et j'ai le privilège du premier mot du débat. Justement, cette déconstruction à laquelle tu t'es livré, en reprenant leur argumentaire tout en sachant très bien que ça n'est pas le tien, et on en est très bien conscient à la fois quand on t'écoute et quand on te lit, et c'est une méthode finalement qui est assez pédagogique et qui est assez efficace, que de reprendre les termes pour en montrer l'absurdité, la perversité, et mettre à nu la folie qui en est la traduction. Est-ce que tu ne juges pas inopportun que soit réédité Mein Kampf 70 ans après la mort d'Hitler, puisque c'est tombé dans le domaine public, à condition bien sûr que cet ouvrage soit appareillé d'un appareil assorti d'un appareil critique un petit peu analogue à ce que tu fais dans tes ouvrages, ce qui permettrait de mettre à nu la pensée de cet individu qui a proposé sa vision du monde, sa Weltanschauung, avant que celle-ci ne soit mise en acte. Donc, est-ce qu'une réédition de Mein Kampf ne serait pas opportun ? Alors, elle est en cours. En l'occurrence, c'est les éditions Fayard qui, peut-être pour conjurer leur propre histoire, puisque les éditions Fayard, dans les années 30, ont été les éditeurs officiels de la traduction officielle Aduzum Delphini, en l'occurrence, bien expurgée, autorisée par Hitler de Mein Kampf en France. Ça devait s'appeler Ma Doctrine ou quelque chose comme ça, et tous les passages un petit peu désagréables à propos de la France avaient été gommés de cette édition française expurgée. Donc les éditions Fayard ont décidé de faire une édition scientifique. Alors le projet peut paraître intéressant à première vue, et il se place dans les pas d'un projet de collègues allemands, l'Institut für Zeitgeschichte, l'Institut d'histoire du temps présent de Munich, qui est spécialisé dans l'étude du nazisme, a décidé de faire une édition scientifique de Mein Kampf.
Et je pense qu'en Allemagne, ça se justifie pleinement, vu l'histoire de l'Allemagne, vu l'intérêt que l'on peut porter à cette histoire, et vu également les compétences nombreuses qui sont déployées par les chercheurs allemands là-dessus. En l'occurrence, pour l'édition critique de Mein Kampf scientifique, en Allemagne, tu as 80 chercheurs qui ont été mobilisés pendant 6 ans pour accoucher de ce monstre qui doit faire 2500 pages maintenant. Le texte lui-même de Mein Kampf, c'est 800 pages. C'est déjà un lourd texte. Donc vous avez une édition critique de 2000-2500 pages qui doit faire 6 kilos. Je l'ai reçu par la poste. Et voilà. Les collègues allemands me l'ont offert. Et bon, ça a décroché ma boîte aux lettres. Bon. Voilà. Bref, c'était utile de le faire. Pour une édition française, je me pose la question, parce que premièrement, ça demanderait un travail monstrueux que de faire une véritable édition, sauf à traduire celle de nos collègues allemands. Et par ailleurs, je ne vois pas ce que ça apporte. Parce que si l'on veut connaître vraiment le nazisme, donc les chercheurs qui ont besoin de se référer à Hitler, ils lisent l'allemand. Voilà. Donc ils n'ont pas besoin d'une traduction, ça ne les intéresse pas, au contraire. Ensuite, pour un grand public cultivé qui voudrait entrer dans cet univers mental-là, Hitler n'est pas important. Il n'est pas important parce que sa fonction à lui n'est pas de matrice idéologique, elle est de médium rhétorique et de principe d'organisation, mais lui-même n'invente rien et ne décide de rien idéologiquement. Si l'on veut vraiment connaître cet univers mental nazi, il faut faire une anthologie de textes produits par des gens comme toi et moi, en l'occurrence, par des universitaires, par des médecins, par des hauts fonctionnaires, par ces gens qui écrivent des mémorandas, des livrets, des articles dans la presse, qui participent au Generalplan Ost, etc. Il faut une anthologie de ces gens-là qui, eux, font le nazisme, le font idéologiquement et en pratique. Mein Kampf n'a aucun intérêt idéologique, en fait. Aucun. Ne serait-ce que parce qu'au fond, il a été très peu lu, voire pas du tout en Allemagne à cette époque. C'est un, comment dire, c'est une espèce de prurite de biographie, d'autobiographie, de justification et de tracts qui était perçu comme totalement indigeste par les contemporains. Et médiocre. Et médiocre, oui, absolument. Il y a des gens, pour le coup, intelligents, qui ont construit cet univers mental-là et qui ont été actifs dans la transmission, comme prof, par exemple, comme idéologue, comme cinéaste, etc., comme hauts fonctionnaires, et qui, eux, sont intéressants à lire. Voilà. Alors, une première question, professeur Michel Miaille. Merci. Oui, chers collègues, évidemment, je suis très intéressé par tout ce que vous avez dit. Reste une question. En Europe, disons du milieu du XXe siècle, mais même de la fin du XIXe, le peuple allemand est certainement un des peuples qui connaît la culture la plus raffinée, la plus approfondie. Il y a tout un appareil, pas simplement d'universitaires, mais de cinéastes, de romanciers. Bon, c'est donc un peuple cultivé. Comment une idéologie aussi frustre, même si on met évidemment dans la balance le drame de la guerre de 14, l'humiliation du traité de Versailles, la reconstruction d'une nation qui est à genoux, comment un discours aussi frustre a pu convaincre, je ne parle pas de ceux qui sont partis ou qui ont vite compris de quoi il s'agissait, mais a pu entraîner des gens qui, par ailleurs, étaient comme vous et moi, j'allais dire, intelligents, certainement, cultivés, qui avaient fait des études et qui ont basculé de ce côté-là, et pas uniquement par la force. Je veux dire qu'il y a eu, y compris du côté des églises, que je connais un petit peu mieux, aussi bien catholiques que protestants, une adhésion, une réécriture, du côté de l'enseignement, du côté des arts, un basculement qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que la culture la plus raffinée ne sert à rien dans ces cas-là comme garantie de préservation, j'allais dire, de l'humanité. Oui, alors effectivement, c'est une question sur laquelle on bute toujours et à laquelle on revient toujours. Comment la patrie de Goethe et de Schiller, la patrie des poètes et des penseurs, le pays le plus alphabétisé d'Europe, pour... tout simplement en raison de la culture protestante, quasi majoritaire à cette époque en Allemagne. Bon, la pratique de la lecture, effectivement. Tout dépend de ce qu'on entend par culture.
Nous avons, nous, vous et moi, et dans cette salle, parce que nous vivons dans un monde qui n'est pas celui des nazis tout simplement, et qui n'est pas celui de l'Europe d'avant 1945, nous avons une conception universaliste de la culture. C'est-à-dire que nous considérons que les productions de l'esprit sont accessibles à toutes les raisons, voilà, à la raison universelle, à l'humanité universelle. Parce que nous considérons qu'il y a une humanité, parce que nous considérons qu'il y a une universalité. Ce qui n'était pas le cas de ces gens-là, et ce qui n'était pas le cas non plus de bien de leurs contemporains, que ce soit, je ne sais pas moi, des collègues de votre époque, enfin des collègues, pardon, de votre discipline à la faculté de droit de Paris dans les années 30, pouvaient participer d'une vision du monde non universaliste, ultra raciste, et des collègues de ma faculté aussi des lettres, hein, bien entendu. On en a évidemment beaucoup d'exemples. La conversion de la quasi-totalité du monde universitaire à Vichy n'est pas un hasard, sans parler du monde judiciaire, bien entendu. Donc, cette conception non universaliste de la culture permet l'acclimatation d'une idéologie, alors vous disiez fruste, de notre point de vue, effectivement, mais pas forcément du point de vue des contemporains, parce qu'elle était moins fruste qu'évidente. Évidente. Racisme, oui, bien sûr, évidemment. Il y a des Noirs, il y a des Blancs. Les Noirs ne parlaient pas latin il y a 2000 ans. Les Blancs, si. Forcément, il y a hiérarchie. De la même manière qu'une musaraigne est moins évoluée qu'un lion. De la même manière, etc., etc. Donc, il y avait une espèce de bonne conscience scientifique et éthique, qui était celle du racisme, qui informait une conception de la culture qui voulait que ce que produit le blanc n'est pas accessible aux noirs, par exemple. Ce que produit l'arien n'est pas accessible aux juifs. Et les nazis le disent très clairement. La musique de Bach est inaudible pour un juif. Voilà. De la même manière, un juif ne comprend pas. Voilà. De la même manière, la physique théorique absurde d'un Einstein, la relativité, quelle absurdité, va à l'encontre du bon sens germanique, qui est, lui, beaucoup plus concret. Idem pour le jazz, musique exotique de sous-hommes qui est inaudible pour un germain. Dans ce contexte culturel-là, sur ces fondements-là, sur ces postulats-là, vous pouvez être nazi quand vous êtes professeur des universités, bien sûr. Et Dieu sait qu'ils l'ont été. Parce que c'est évident et ça ne choque personne. Et ça rejoint, vous parliez des élites, mais parlons également, vous en parliez de la population plus généralement. Vous le disiez, l'adhésion au nazisme ne s'est pas faite par la coercition, elle ne s'est pas faite par la violence. On a des chiffres qui sont très parlants. La Gestapo, on en parle beaucoup dans les films, les imperméables noirs, la voiture qui s'arrête devant chez vous, la balle dans la nuque, etc. C'est terrifiant. La Gestapo, c'est 8000 hommes. 8000. 8000. Voilà, ça ne tient pas 80 millions de personnes, 8000 hommes. Voilà. Alors évidemment, il y a d'autres forces de sécurité, d'autres, bien sûr, mais ça donne une idée des proportions. Le nazisme ne s'est pas imposé par la sainte alliance de la matraque et du micro, hein, propagande d'un côté et répression de l'autre, non. Le nazisme n'a même pas eu à s'imposer, et il n'a même pas eu à se diffuser de haut en bas. Hein. Il était là. Il était là. Parce que les idées étaient là. Les nazis s'étant bornés à mettre en musique ces évidences. Les juifs sont méchants, ils sont chafouins, les noirs sont arriérés, enfin bref, les évidences. Le bon sens populaire, comme disaient les nazis, hein, qui est devenu d'ailleurs une source du droit, le bon sens populaire. Hein, voilà. Ces idées-là ont été simplement mises en cohérence et proposées comme schème explicatif de tous les malheurs que les Allemands vivaient. Vous évoquiez à juste titre le traumatisme de la Grande Guerre. Mais j'aurais dû parler aussi de ces traumatismes à répétition, parce que vous avez la Grande Guerre, terrible. 2 500 000 morts. Et puis ensuite, une défaite atroce, enfin, la paix de Versailles, que les Allemands n'ont pas compris, pour bien des raisons. Ensuite, vous avez 4 ans de quasi-guerre civile jusqu'en 1923. Vous avez l'hyperinflation qui vidange la société allemande. Et vous avez à peu près 4 ans, 5 ans d'accalmie, et à nouveau un cataclysme qui frappe l'Allemagne, un choc exogène, hein, venu d'ailleurs, la grande crise, les capitaux américains se retirent, l'Allemagne tombe. Voilà. L'Allemagne, à l'été 1932, c'est 20 millions de chômeurs. 20 millions de chômeurs, d'accord ? En comptant le temps complet, le temps partiel et les non déclarés. L'Allemagne, à l'été 32, c'est de la tuberculose, c'est de la famine.
C'est une catastrophe renouvelée dont les Allemands se disent qu'ils n'en sortiront jamais. Les nazis arrivent en disant non seulement on vous explique ce qui se passe, ici, maintenant, mais dans le long terme de l'histoire, mais en plus on va vous sortir de là. Ça marche comme ça. Oui, bonsoir. Merci pour cette conférence passionnante et d'une clarté remarquable. Au cours de votre exposé, vous avez insisté avec beaucoup de pertinence sur le fait que les nazis, finalement, la plupart du temps, reprenaient des idées qui étaient déjà dans l'air du temps et en opéraient une forme de synthèse, de précipité. Et donc, j'ai deux questions à cet égard, deux brèves questions. D'une part, dans quelle mesure, justement, le nazisme n'est que ce précipité d'idées qui étaient déjà là, et qui est, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne doit son originalité qu'à la mise en œuvre terriblement efficace de ces idées, ou est-ce qu'il y a de vraies originalités dans, justement, la doctrine intellectuelle nazie, et donc dans la culture que le nazisme entend mettre en œuvre? Est-ce que le nazisme apporte quelque chose de neuf par rapport aux idées qu'il ramasse par ailleurs à son époque? Première question. Et ma deuxième question, sans doute pour des raisons pédagogiques, vous avez présenté justement ce contenu intellectuel et culturel nazi comme relativement homogène, uniforme. Je voulais savoir, et d'ailleurs quand vous avez évoqué Carl Schmitt, ça donnait à penser justement que tout n'était pas si uniforme que cela. Est-ce qu'il y a eu de grands débats internes au nazisme sur certaines orientations justement de la doctrine et du mouvement? Est-ce qu'il y a eu des désaccords? Est-ce qu'il y a eu justement à choisir entre des alternatives qui opposaient des camps importants, pas seulement sur les moyens de la guerre ou de l'extermination, mais d'abord justement sur, j'allais dire, sur les dogmes? Est-ce qu'il y a eu des désaccords dogmatiques, des hérésies au sein même du nazisme? Merci. Oui, merci pour ces deux questions très, très pertinentes. Je vais commencer par la deuxième, sur les débats. Il y en a, effectivement. Ce que je vous ai présenté là et ce que je développe dans mes ouvrages constitue une forme de plus petit dénominateur commun, si vous voulez. Hein. C'est le catéchisme de base de ces gens-là. Il y a eu des débats, cependant, en termes d'opportunité. Un exemple de débat a opposé, par exemple, le chef des services de sécurité, de répression et de reconfiguration ethnique de l'Europe, Himmler, à son collègue ministre des territoires occupés à l'Est, Alfred Rosenberg, à propos du traitement des populations soviétiques. Rosenberg défend l'idée, au nom de l'administration civile et au nom des besoins économiques du Reich, sur place et également dans les usines du Reich, que les populations soviétiques, à l'exception des Juifs qui font l'objet d'un traitement spécial, et les populations du Reich, en gros du Reich, de l'Union soviétique, en l'occurrence les Slaves et ce que les nazis appellent les Asiates, bref, tout ce qui n'est pas slave et qui a plus ou moins un teint bistre et des yeux bridés, ces populations, selon Rosenberg et selon son administration, doivent être traitées humainement parce qu'elles sont, dit-il, favorables aux nazis. De fait, les troupes allemandes ont été accueillies à bien des endroits en libératrices face à Staline. Et pour Rosenberg, il faut faire de la politique avec ces gens-là. Il faut faire de la politique parce qu'on peut s'en servir à la fois comme force de production, par un travail qui ne serait même pas forcé, et également comme supplétif dans des unités d'auxiliaires de la Wehrmacht. On peut monter des divisions de Slaves et des divisions de Tatars, par exemple, contre l'armée rouge. Ce qui va d'ailleurs être fait à un certain moment, jusque dans la SS d'ailleurs. Himmler est d'un avis opposé. Il estime, lui, qu'on ne fait pas de politique avec ces gens-là et qu'on doit appliquer, au contraire, dans toute sa rigueur, la grille de lecture raciale et raciste. Les Slaves et les Asiates doivent au mieux être réduits en esclavage, de manière coercitive et brutale, pour travailler de manière forcée pour le Reich, ou alors doivent périr. Ça fait partie des plans du commissariat du Reich pour le renforcement de la race germanique. Sur 130 millions de Slaves qui sont comptabilisés par les experts, les professeurs et les technocrates de cette organisation, sur 130 millions de Slaves et de Soviétiques, 30 millions doivent mourir. Parce que dans les équations, il y en a 30 millions de trop qu'on ne peut pas nourrir. Voilà.
Et ça, c'est un débat qui est permanent, qui suscite d'ailleurs des affrontements à coups de notes, de réunions où les portes claquent, de brouilles, de bouderies. Bon. Généralement, c'est la SS qui l'emporte, hein, mais ça dépend des lieux. Bon, voilà. Donc ça, c'est un exemple de débat. Il reste que et Rosenberg et Himmler, qui peuvent s'affronter pour des questions d'opportunité, sont d'accord évidemment sur les principes et sur les fins. Voilà. Et donc c'est ça que je présente. Et quand il y a vraiment des accords et une forme d'incompatibilité, on écarte. Carl Schmitt est un merveilleux exemple. C'est quelqu'un dont on a vu que sa théorie de l'État n'avait aucun sens parce qu'on voulait faire disparaître l'État. Donc voilà. Donc lui est écarté des centres de pouvoir. Sur l'originalité du nazisme, alors votre question est importante parce qu'elle elle en évoque une autre, qui est celle du caractère allemand de toute cette histoire, au fond, et qui a été longtemps débattue et qui l'est encore. Hein. C'est le fameux débat autour du chemin particulier, hein, du Sonderweg, hein, de l'histoire allemande. Est-ce que le nazisme est un phénomène endogène, autochtone, une espèce de manifestation ultime d'une germanité éternelle qui ne manque jamais une occasion d'être méchante et de détruire ses voisins? Ou est-ce que le nazisme peut et doit être compris dans un contexte plus large, non pas seulement limité à l'endogamie germanique, si vous voulez, mais, comme je le propose, pour le coup, avec d'autres, hein, bien sûr, doit être compris dans une forme de continuum et de bain général occidental. Bon. C'est ce que j'avance, et d'où la question que vous me posez sur l'originalité du nazisme. Il y en a une, à mon avis, qui tient pour le coup au fait que, de fait, le nazisme en tant que pratique, et en toute petite partie en tant que théorie, est quand même sécrété par une certaine histoire allemande. Et pour ça, il me faut remonter à 1871. Unification, création du Reich, mais également explosion démographique de l'Allemagne. Il se trouve qu'en 1871, l'Allemagne compte 40 millions d'habitants, elle en a 67 43 ans plus tard. Vous avez un taux de croissance de 70% de la population allemande en 43 ans. C'est une transition démographique rapide, brutale. Ce qui fait naître en Allemagne une peur panique du manque d'espace. Volk ohne Raum, un peuple sans espace. C'est un leitmotiv qu'on voit partout, chez les médecins, chez les géographes, chez les biologistes, chez les politiques, chez les militaires, dans la presse, partout. Nous manquons d'espace. Et c'est là que se crée cette obsession, pour le coup allemande, dans le contexte de l'explosion démographique, du biotope. Tous ces gens-là se disent « Volk ohne Raum », on est un peuple sans espace. Tiens, nos amis biologistes et zoologues parlent de Lebensraum, de biotope. Eh bien, en bons darwinistes sociaux, nous considérons que ce qui est valable pour la musaraigne, le cafard ou la marmotte est valable également pour cette espèce qu'est la race germanique, qui a, elle, également besoin d'un biotope. Et c'est là que le terme de Lebensraum, qui était un terme technique des sciences naturelles, devient un terme politique. Et de descriptif qu'il était, devient normatif, devient impératif. Et ça, cette idéologie ou ce rêve de l'espace vital, du grand espace vital, pour cette population en expansion, se réalise enfin, mais de manière spectaculaire, hein, le 3 mars 1918. Le 3 mars 1918, c'est l'achèvement de tous les rêves les plus fous des pan-germanistes les plus illuminés, si vous voulez. 3 mars 18, c'est la signature du traité de Brest-Litovsk, signé par Lénine et Trotsky, qui sont prêts à tout signer parce qu'ils veulent se débarrasser de la guerre le plus vite possible. Et c'est une paix de victoire absolue à l'Est. Le Reich allemand devient le maître de tout l'Est de l'Europe, au fond, jusque assez loin en Russie. Soit sous la forme d'annexion immédiate, totalité de la Pologne, par exemple, une partie de la Biélorussie, soit sous forme de protectorat du Reich. Cette victoire absolue, gigantesque à l'Est, est annulée le 28 juin 1919 par le traité de Versailles. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'évoque jamais. On dit toujours « Ah, Versailles, c'est dur pour les Allemands parce qu'ils perdent ceci, ils perdent cela, ils perdent leur brevet, l'aspirine, etc. » Mais non, bien sûr,
Mais au-delà de ça, ils perdent tout ce qu'ils ont gagné à l'Est. C'est rayé d'un trait de plume à Versailles. Et ça, c'est un traumatisme terrible pour ces gens qui sont obsédés par l'espace et par l'espace vital. Les nazis, évidemment, investissent ces obsessions, ces angoisses et ces rêves. Je reprends un terme qui est celui de mon ami et collègue Christian Ingrao dans son livre magnifique qui s'appelle « La promesse de l'Est ». Puisque la promesse de l'Est que les nazis font au peuple allemand, c'est une manière également de renouer la chaîne des temps en sautant par-dessus le traité de Versailles, qui de toute façon est une infamie, pour retrouver Brest-Litovsk, voire plus, voire mieux. Voilà. Monsieur ? Oui, tout à fait. Pour ma part, je reste marqué par votre ouvrage sur le nazisme et l'Antiquité, qui a pour moi été la découverte d'un lien très étonnant entre cette idéologie qui est portée par un peuple, enfin qui naît dans un peuple, dans une culture, et l'Antiquité en tant que culture, en tant que travail de culture, en tant que production intellectuelle, alors que finalement c'est pas évident. Hein, l'Allemagne, les Germains, c'est pas vraiment, voilà, le lien n'est pas facile à faire. Et donc la question que je me pose est la suivante, puisque l'Empire romain a été détruit par les invasions germaniques et que le christianisme finalement porte aussi l'idée qu'il conserve, malgré cette destruction politique de l'État romain et des villes romaines, et de la culture romaine, de l'économie romaine, qu'il conserve la culture latine à travers un livre, la Bible. Donc le christianisme est aussi le conservatoire de cette culture alphabétique. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la déchristianisation, qui est, je dirais, quelque chose qui a un rapport avec la Révolution française, et le nazisme qui s'exprime dans un siècle où peut-être le christianisme en Allemagne, singulièrement, peut-être pas de la même manière qu'en France, trouve aussi une forme d'épuisement. Hein, est-ce que finalement cette parenthèse qui a été la destruction, enfin, qui s'est ouverte, le Moyen-Âge en quelque sorte, qui s'est ouverte à partir de la destruction de la culture, enfin en tout cas du cadre traditionnel, du cadre politique, culturel, urbain, dans lequel cette antiquité existait. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un retour, à travers un phénomène historique, christianisme, déchristianisation, à ce que nous étions, ce qui était notre civilisation dans l'Antiquité, c'est-à-dire une civilisation urbaine, avec un État peut-être un peu flou, enfin, une espèce d'empire, des identités pas très claires, voyez. Et voilà, est-ce que la déchristianisation, c'est aussi la fin, enfin, c'est un rapport avec la révolution culturelle du nazisme? Alors, merci. Il y a plusieurs questions dans votre question, je crois. D'ailleurs, ça m'amusait en vous écoutant de me dire que vous parliez d'urbain, de cadre urbain, donc je pensais à la volonté architectonique des nazis de recréer, ou de créer un espace qui porte les signes de l'impérialité. Il y a évidemment Germania, que l'on connaît, c'est-à-dire la reconfiguration de Berlin, mais il y a aussi cette volonté de projection quasi romaine, impériale romaine, de projection de l'URBS dans les petites urbes de l'Empire, puisque des petites Germania devaient être créées un peu partout, avec des projets de création de monuments, sinon identiques, du moins semblables, architecture néoclassique, maison du parti, place Adolf Hitler, etc., pour les grands rassemblements. Et tout cela devait être créé non seulement dans les villes nouvelles à l'Est, bien sûr, mais également dans les villes de l'Empire qui existaient déjà. Un exemple de réalisation quasi achevée de ce projet, c'est à Weimar. Les nazis accordaient beaucoup d'importance à cette ville pour plein de raisons. Ils ont créé un forum à l'antique, qui s'appelle le Gao Forum, tout simplement, qui est un petit peu à l'écart du centre-ville historique de Weimar, où ils ont créé, on se retrouve en pleine dystopie, pour le coup, en plein cauchemar minéral, géométrique, néoclassique, écrasant, des tours, des balcons de pierre, quelque chose de sinistre, qui devait être la norme de la nouvelle architecture politique.
Et ça me faisait sourire de penser à cela parce que je me dis qu'on est à Montpellier ici. Il me semble qu'un professeur de droit romain a été un très grand maire de cette ville. Et je me souviens que je connais bien Montpellier, mais j'y suis revenu quand je rédigeais ma thèse, donc ce livre, hein, Nazisme et Antiquité. Et en me promenant sur l'esplanade d'Antigone, je me disais, mais c'est curieux. Bon. Non, mais évidemment, comparaison n'est pas raison. Et puis, le professeur Frêche avait de tout autre, évidemment, principe, postulat et de toute autre fin. Mais c'est intéressant, en tout cas, cette rémanence du rêve antique, hein, renouvelé par les uns et par les autres. Plusieurs questions dans votre question. Sur la fin de l'Empire romain, nous, non, en fait, plus maintenant, mais on a longtemps, c'est-à-dire l'historiographie française, a longtemps considéré que l'Empire romain avait été détruit par les invasions germaniques, etc. En fait, bon, tout cela a été revu. Bon. Les nazis, eux, considéraient qu'au contraire, les dites invasions germaniques étaient en fait des apports de sang neuf, de sang germanique frais, pour régénérer le cœur germanique de la romanité qui était arabisé, judaïsé, etc. etc. Bon. Et donc ils ont imposé à toute force cette lecture-là de la fin de l'Empire romain, qu'ils n'ont pas inventée, parce qu'ils l'ont reprise des travaux universitaires qui existaient déjà sur ce sujet au XIXe siècle. Première chose. La deuxième chose, c'est à propos de la déchristianisation. Il est clair, et ça, de ce point de vue-là, on ne peut que s'inscrire dans les pas d'Emilio Gentile, hein, le grand historien du fascisme italien, qui a forgé le concept, à propos du fascisme, de religion politique, de religion civique. De fait, le nazisme répond, comme le fascisme, mais sans doute beaucoup plus que le fascisme, c'est vraiment différent, le fascisme et le nazisme. Le nazisme répond à une forme de vacuum qui a été créé par un espace laissé vide, laissé vacant, par le retrait des dieux, hein, comme disait Max Weber. Le nazisme, et ça c'est une idée que je reprends à cet ami génial que je citais, hein, Christian Ingrao, qui estime, lui, à juste titre, que le nazisme propose une manière de faire le deuil de la mort de masse. C'est très puissant comme idée. La mort de masse, je vous l'ai dit, elle est là en Allemagne, hein, 2 500 000 morts pendant la Grande Guerre. Au moment où ça se déchristianise, parce qu'il y a de fait un mouvement général de retrait de l'enchantement du monde, de retrait de Dieu et puis de reflux de la croyance, et c'est précisément au moment où on croit moins qu'on a 2 500 000 morts sur les bras. Comment vous faites le deuil de ça ? Voilà. Alors, on peut dire qu'ils sont morts pour le Reich. Ah ben, manque de peau, le Reich n'existe plus en 1919. Ils sont morts pour le Kaiser, qui est parti sans laisser d'adresse. Voilà. Ils sont morts pour l'Allemagne éternelle, qui est réduite à rien en 1918-1919. Comment vous faites le deuil de tout ça ? Eh bien, les nazis répondent à ça. Ils répondent à ça en disant, écoutez, ils ne sont pas morts pour rien. Voilà. Ils sont morts pour que l'Allemagne vive. Et l'Allemagne, qu'est-ce que c'est ? C'est pas le Kaiser, c'est pas le curé, c'est pas le pasteur, c'est pas un code civil. L'Allemagne, c'est la race. Autrement dit, on peut faire son deuil des 2 500 000 morts en faisant des enfants et en combattant. Voilà. Et au fond, il propose une forme de religiosité, ou de religion au sens anthropologique du terme, qui fait l'économie de la transcendance. Un Dieu, tout ça, bon, voilà, on n'y croit plus. Par contre, ce à quoi on croit, c'est à une forme de transcendance immanente, qui est celle du sang, au fond. Dieu, il n'est pas dans les nuées. Dieu, il est là, voilà. Il est dans la chair. Il est dans vos gosses. Il est dans votre sang. Et c'est pour cela qu'il vaut de vivre et de mourir. Et ça, c'est un message très puissant que les Allemands ont bien reçu, hein, à l'époque, et qui fait une partie de la force du nazisme. Poser une question sur le côté, enfin, vous avez très bien montré le côté rêve idéologique du nazisme, mais il y avait aussi des côtés très récompenses, très matériels, j'ai envie de dire, et ça c'est important aussi de le dire, de le souligner, parce que très vite, le peuple allemand a recueilli les bénéfices très concrets, matériels, du pillage de l'Europe et des forces du travail des Européens et des Juifs, et des concentrations, des camps de travail. Donc, je veux dire que le peuple allemand, jusqu'au bout, quasiment, sauf les derniers mois, a très bien vécu matériellement, parce qu'on a pillé aussi le reste de l'Europe. Ouais. Et ça m'a aussi fait penser, quelque part après, c'est comparaison, même chose aux USA,
les Blancs, quelque part, tiraient aussi avantage de l'exploitation de la main-d'œuvre noire, esclave, ou alors plus tard, effectivement, main-d'œuvre pas chère. Je pense que c'est important de voir une relation entre les deux. Tout n'est pas idéologie et un rêve. Il y a après une récompense matérielle et des intérêts concrets qui étaient en jeu. Oui, je prends bonne note de votre reproche, madame, mais si vous m'aviez laissé une douzaine d'heures, j'aurais pu également en parler. Voir un petit semestre, hein, j'ai un séminaire de recherche auquel vous êtes invité à la Sorbonne pour parler de tout cela. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Je note au passage, vous êtes une dangereuse marxiste. Vous avez parfaitement raison, évidemment. Il y a un historien allemand qui s'appelle Goetzali, qui est un remarquable historien, dont un des livres a été traduit de manière un peu libre par rapport à son titre allemand. Le titre allemand, c'était Hitlers Volksstaat, l'État populaire ou l'État du peuple d'Hitler. Et Flammarion l'a traduit sous le titre qui est assez pertinent, Comment Hitler a acheté les Allemands. Et c'est très juste. Les nazis ont acheté, évidemment, les Allemands. D'une part, en créant, et il le montre très bien, une politique fiscale et une politique sociale tout à fait favorable aux endogènes, à ceux qui étaient considérés comme étant de bonne race. Ceux qui souffrent, ce sont les allogènes, ce sont ceux qui sont exclus de la communauté raciale. Ce sont les juifs, ce sont les asociaux, ce sont les tziganes, les homosexuels, etc. Mais pour peu que vous soyez considérés comme de bonne race, pour peu que vous ne disiez pas trop fort que vous êtes socialiste ou syndiqué, d'ailleurs vous ne pouvez plus l'être, pour peu que vous fassiez des enfants et votre travail, la vie est belle sous le Troisième Reich. La vie est belle, elle est bonne. Ce qui différencie d'ailleurs le Troisième Reich de l'URSS stalinienne, où la vie n'est pas agréable du tout, hein, et où on vit dans une forme d'insécurité juridique permanente, parce que la définition du beau et du bien, elle est biologique, donc fixe chez les nazis, alors qu'elle est culturelle et politique chez les staliniens. Ce qui fait qu'un compagnon de Lénine peut se retrouver avec une balle dans la nuque, alors que généralement, à part Ernst Röhm, mais qui avait d'autres vices, lorsque l'on est un proche d'Hitler, on vit très bien et on n'est certainement pas menacé par le NKVD. Hein. Donc, on vit bien sous le Troisième Reich, ce qui fait dire à beaucoup d'historiens de la société allemande que c'est devenu d'ailleurs une forme de topos, si vous voulez, que si Hitler était mort en 1939 ou en 1940, il serait un héros immense de l'histoire allemande. Parce qu'au fond, ce qu'il a fait jusqu'en 1939 et en 1940 n'était pas exorbitant par rapport à la norme européenne. Oui, il a mis des gens en camp de concentration, et alors voilà, c'était un autoritarisme un peu musclé. Bien sûr, quelques centaines de juifs sont morts, bon bah, tout le monde était antisémite, donc c'est pas plus problématique que ça, etc., etc. Donc vous avez une volonté claire par la fiscalité et par les assurances sociales de gagner le soutien des Allemands, de le gagner matériellement. Il y a eu également l'activité de ce gigantesque comité d'entreprise du Reich qui a été l'organisation Kraft durch Freude, le KDF. Le KDF, concrètement, ce sont des vacances. Je rappelle que les congés payés, en France, c'est le Front populaire, 1936. Les congés payés en Allemagne, ce sont les nazis qui ont créé ça. Schöne Zeiten, hein, disaient les Allemands à l'époque. Hein. C'était la belle époque, hein, c'était le bon temps. Donc le KDF, c'est concrètement des vacances, ce sont des sorties à l'opéra, au cinéma, ce sont des excursions dans les forêts de Bavière, ce sont des croisières sur la Baltique, en Méditerranée, pour les plus chanceux. Bref, c'est une politique qui coûte énormément d'argent, c'est une gabegie financière absolument atroce, mais qui est gagée, vous l'avez dit, sur les spoliations internes. Ceux qui sont exclus de la communauté nationale sont spoliés de leurs biens. Vous êtes juif, vous êtes forcé, poussé à l'émigration, vous partez mais avec une valise, le reste on le garde, spoliation. Et 2, gagés sur les prédations à venir. La politique et l'économie politique du Reich, monétaire, fiscale, sociale, repose sur l'idée d'une gigantesque prédation à l'échelle du continent européen. Les nazis sont des voleurs et ils vont piller de manière abominable tout ce qui tombe sur leurs mains. Des œuvres d'art, aux réserves de blé, en passant également par les ampoules. Vous avez un camp de concentration interne à Paris, dans le 10e arrondissement de Paris, dans un grand magasin qui a été transformé en camp par la ZIPO-SD, par la police de sécurité allemande, où des gens en tenue rayée mettent en boîte tous les éléments des appartements des citoyens français juifs spoliés, jusqu'aux ampoules. Jusqu'aux ampoules, mises en boîte et envoyées en Allemagne. Les nazis raflent tout. Et, avant tout, grande obsession nazie, la nourriture.
Ça, alors là, la peur panique de la famine, qui a à leurs yeux provoqué la révolution de 1918 en Allemagne, la peur panique de la famine dicte une politique de prédation généralisée des nutriments, au détriment avant tout de l'Est de l'Europe, puisque les populations de l'Est de l'Europe sont appelées à périr, notamment en Ukraine, pourvu que les Allemands mangent. Et de ce point de vue-là, les nazis ont réussi parce que, il n'y a pas eu de révolution. Ça a tenu jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de 1918. Hitler a tenu promesse de ce point de vue-là. Il n'y a pas eu de révolution parce qu'il n'y a pas eu de famine. Et on le voit sur les photos des citoyens allemands dans les rues allemandes en 1918. Vous voyez des visages creusés par la famine. En 1945, vous voyez des joues plutôt rebondies, généralement, dans les campagnes allemandes. Voilà. Merci pour cette conférence sur un thème très important et malheureusement d'une grande actualité. Madame Madeleine Albright, l'ancienne ministre des Affaires étrangères sous président Bill Clinton, vient de publier un livre qui s'appelle Fascism Warning, Fascisme, un avertissement. C'est un traité historique sur le nazisme allemand, mais aussi, Madame Albright met en garde contre les régimes autoritaires qui commencent à s'imposer dans beaucoup de pays du monde, en Hongrie, Pologne, Venezuela, en Turquie, les Philippines, etc. En France aussi, non aux États-Unis aussi, malheureusement. Donc il y a débat, paraît-il. Bon, le régime, bon. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène moderne que les tendances fascistes commencent à se développer dans beaucoup de pays? Et est-ce que vous pensez que la France peut défendre le modèle occidental démocratique contre tout ça? Alors, peut-être faudrait-il commencer par défendre la démocratie en France, éviter des réformes constitutionnelles hasardeuses, bref, ce genre de choses, mais je ne veux pas polémiquer, ce n'est pas le... Supprimer l'article 16. Supprimer l'article 16, par exemple. Mais l'article 16 qui était d'ailleurs issu de réflexions allemandes, évidemment. C'est très schmittien. C'est très schmittien, ouais, complètement. Alors, je ne connaissais pas le livre de Madeleine Albright. Je pense que son propos et votre question soulèvent un enjeu qui est celui du retour des années 30 et du retour du fascisme, terme générique qui ne veut pas dire grand-chose, voire du nazisme. Bon. Ça, c'est une question qui est effectivement très souvent posée par des collègues, par le public ou par les journalistes, aux spécialistes de cette période. Est-ce qu'on vit le retour des années 30 ? Est-ce qu'on vit un nouveau cycle de société fermée, d'ethnicisme, de fascisme, au sens large ? La réponse que j'apporte, c'est que les années 30, à mon sens, ne sont pas un bon élément de... Enfin, si, de comparaison, oui, parce qu'on peut tout comparer, bien sûr, mais ne sont pas forcément un bon élément de référence. Les années 30 sont informées par une expérience immédiate qui est celle de la Grande Guerre. Voilà. Lorsque vous êtes français, allemand, italien, en 1934, cela fait à peine 15 ans qu'une guerre épouvantable, mobilisant 80 millions d'hommes au front et mobilisant la totalité, quasi-totalité des sociétés civiles, a eu lieu. Cela fait à peine 15 ans que 20 millions de personnes sont mortes. Cela fait à peine 15 ans qu'on a cessé de dire à des hommes qu'il était bon et qu'il était beau de tuer. Voilà. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Tout simplement. C'est une expérience anthropologique très simple. La démobilisation culturelle est telle, aujourd'hui en Europe, et heureusement, que nous n'avons pas idée de ce qu'ont pu représenter les années 30 pour les contemporains. Et pour les survivants de cette époque. Moi, je me souviens d'une expérience toute bête. Quand j'étais gamin, dans les caves, les greniers de mes grands-parents, traînaient des armes qui étaient des espèces de choses, d'objets charriés comme ça par le ressac de l'histoire. C'était un souvenir de la Grande Guerre qu'avait fait le grand-père, ou c'était un souvenir de captivité ou de mobilisation, où il y avait une arme, une baïonnette qui traînait, un casque. C'est fini tout ça. Moi, j'ai vu des armes quand j'étais gamin, qui étaient là, à titre de souvenir ou de dépôt de l'histoire. Mes enfants n'en verront pas, tout simplement. Donc ça, c'est important. Et je pense que si on veut considérer une période historique comme point de référence, plutôt la fin du 19e siècle.
La fin du 19e siècle est une période beaucoup plus intéressante, mais moins émoustillante médiatiquement, évidemment, parce qu'il n'y a pas Hitler, il n'y a pas Mussolini, il n'y a pas la guerre, tout ça. Mais la fin du 19e siècle, c'est une période de mondialisation, de capitalisme sauvage et atroce. C'est une période de grand égarement généralisé, où on croit moins en Dieu, où on est lessivé par l'exode rural, où on a perdu des repères, on change de culture. C'est une période de très grande interrogation, de forte croissance, hachée par des périodes de récession terribles. Bref, il y a vraiment là pour le coup une familiarité avec ce que nous vivons beaucoup plus que les années 30. Bonsoir. À la France. Mon devoir de réserve. Vous comprenez? Bonsoir. Question. Oui, bonsoir. Oui, je voulais vous remercier pour votre exposé très intéressant et très instructif. Et voilà, je voulais parler un peu des rapports entre la France et l'Allemagne, en remontant assez loin. Il me semble que, bon, sans remonter jusqu'à Louis XIV et le Palatinat et les massacres des armées françaises dans le Palatinat, à la Révolution française et l'Empire. Je pense qu'on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé en Allemagne, on ne peut pas l'expliquer que par ça. L'Allemagne, à l'époque, bien sûr, n'existe pas. La France est déjà une grande nation, comme l'Angleterre, ce sont les deux nations dominantes. Et l'Allemagne est divisée dans une multitude de petits États. Il y a la Prusse, qui est un royaume relativement important, et qui va subir une défaite militaire, on peut parler de Jena, absolument énorme. Et il y a eu des conséquences très importantes à ce moment-là dans les États allemands, et notamment en Prusse, où tout un tas d'élites allemandes se sont rendus compte que l'Allemagne, enfin les États allemands, étaient d'une faiblesse, n'avaient absolument pas compté, qu'ils avaient été occupés d'ailleurs par les Français. Et j'ai l'impression, en tout cas j'ai lu des choses là-dessus, que dans le siècle qui a suivi, au XIXe siècle, après le départ des Français, la pensée française à l'époque était une pensée universaliste, la pensée de la Révolution française, les Lumières françaises, c'était l'universalisme. Et il semble qu'un certain nombre de penseurs allemands se sont opposés, du fait d'abord des traditions dont vous avez parlé, se sont opposés à cette pensée universaliste aussi parce qu'elle était française. Il y avait un sentiment anti-français extrêmement profond qui a cheminé tout au long du XIXe siècle, qui s'est manifesté dans des prises de position anti-françaises et l'unité allemande et la victoire sur les Français qui a été une surprise, puisqu'à l'époque en Europe on considérait que depuis la Révolution, et même avant, que l'armée française était la meilleure d'Europe et peut-être en tout cas une des meilleures. Et à partir de là, effectivement, il y a eu un sentiment de supériorité qui s'est manifesté chez un certain nombre d'élites allemandes. Mais effectivement, tout le mouvement Volkisch et autres, je prononce mal, mais excusez-moi, je n'ai pas appris l'allemand, c'est fait en fonction, justement, en opposition à l'universalisme français, qui était absolument détesté. Et la pensée allemande, en tout cas, la pensée allemande s'est nourrie de tout ça. Et moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est, je ne veux pas garder la parole trop longtemps, si on regarde par exemple l'Angleterre, en Angleterre, il y avait des écrivains aussi qui étaient racialistes, il y avait un sentiment de supériorité, il y avait un racisme en Angleterre chez certains écrivains qui était évident, sentiment de supériorité, mais du fait que l'Angleterre était une grande puissance depuis déjà longtemps et qu'elle dominait au XIXe siècle, il n'y avait pas ce sentiment d'infériorité qui a peut-être été très éprouvé par les Allemands. Et on dit souvent qu'il n'y a rien de pire qu'un ancien faible qui devient fort. Mais c'est un petit peu ce qui s'est passé en Allemagne. Quand on voit l'Allemagne de 1890-1914, qui fait peur d'ailleurs tellement aux Anglais, qu'ils se retournent, ils vont faire une alliance avec les Français, eux qui sont l'ennemi héréditaire, ils ont compris que c'était plus la France qui était l'ennemi, c'était l'Allemagne. Votre question, s'il vous plaît. Non, c'est pas une question, c'était tout simplement une remarque sur le franco-allemand. Vous avez parfaitement raison de rappeler l'épisode de 1806 qui a été un véritable traumatisme en Allemagne. L'épisode de 1806, c'est la défaite de Jena et de Auerstedt, de l'armée prussienne, face aux armées françaises, en l'occurrence dirigées par l'empereur Napoléon, commandées par Napoléon, dont on savait qu'il gagnait beaucoup et quasiment tout le temps, mais là quand même au cœur de la Prusse, que les Français viennent battre sur leur terrain, l'armée prussienne, la glorieuse armée de Frédéric II,
qui était mort 20 ans auparavant, mais tout de même, ça a beaucoup ébranlé. Alors, pour vous répondre, vous avez raison, je citerai Robespierre, n'y voyez pas du tout une forme de pression politique, hein, mais Robespierre, dont le fameux mot est resté à la postérité, personne n'aime les missionnaires armés. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les idées de la Révolution française. Elles ont convaincu les élites allemandes. Voilà. Schiller a été fait citoyen d'honneur de la République française. Anacharsis Clotz, qui était un Prussien, noble Prussien, est devenu député à la Convention. Hegel s'est passionné pour la Révolution française, et même Kant, qui a interrompu sa promenade quotidienne pour prendre des nouvelles de la Révolution française, c'est dire l'émoi qui a été suscité chez cet homme par cette nouvelle. Donc, les élites allemandes ont été parfaitement ouvertes à l'universalisme, ont participé pleinement du mouvement des Lumières, qu'on appelle Aufklärung en Allemagne. Ça s'est gâté, effectivement, à partir de 1806. Pourquoi ? Parce que en 1806, au fond, s'il n'y avait qu'une défaite, ça pouvait aller, mais les Français sont restés. Voilà. Les Français sont restés et ont occupé la Prusse. Alors la Prusse, d'ailleurs, qui a été réduite des 2/3. La Prusse est réduite à rien après le traité de paix de Tilsit en juillet 1807. Et cette volonté française de détruire la Prusse et de rester en Prusse, et ensuite d'esclavagiser ce qui restait de la Prusse au service des menées de Napoléon, notamment contre la Russie, a profondément choqué les élites allemandes, politiques, de la haute fonction publique, militaire, un Clausewitz, un Gneisenau, et puis pour les philosophes, un Fichte, par exemple. Fichte est un très bon exemple. C'est un kantien, Fichte, c'est un élève de Kant. C'est un des héros, au double sens du terme, de l'universalisme. Et c'est quelqu'un qui, devant la politique française, se dit, mais au fond, ces gens-là n'ont que le mot d'universalisme à la bouche, les droits de l'homme, etc., mais ils se servent de l'universalisme pour servir leurs intérêts particuliers. Et naît là un soupçon qui va perdurer à la droite du spectre politique des élites allemandes, et qui va être encore aggravé en 14, en 18 et en 19, parce que ce qui se passe à Versailles, et avec le traité de Versailles, puis la création de la Société des Nations, c'est pour ces élites-là un rejeu de 1806. Au nom d'un universalisme supposé, cette fois-ci c'est plus Napoléon, c'est Wilson, on nous refait le même coup. C'est-à-dire qu'on sert les intérêts particuliers des Britanniques, des Français, des Américains, c'est à chaque fois la même chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va décidément faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire se replier sur nos intérêts propres, particuliers. L'universalisme est un leurre qui ne sert que les intérêts particuliers de nos ennemis. Et ça, effectivement, ça naît en 1806. Vous avez raison. Et ensuite, par contre, il ne faut pas lire l'histoire de manière téléologique et dire que tout était en 1806. Non, ça a été vraiment une sédimentation longue qui, au fond, trouve sa consécration en 1919 avec la création de la Société des Nations. Bien, merci. Eh bien, ce sera le mot de la fin et je vous demande d'applaudir à nouveau Johann Chapoutot.